capter sur les rediffusions ou pas? Alors, on va décider après. Ça va en fonction de la qualité de tes interventions. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à nos arrivants. Vous pouvez nous rejoindre au premier rang, on sera ravis de vous voir. Merci d'abord de vous être libérés aussitôt dans la journée, parce qu'on a tous bien conscience que compte tenu de l'activité actuelle, de la météo totalement favorable, voire scandaleuse, venir à l'auditorium du barreau pour venir nous écouter sur ce sujet, c'est une gageure et on vous remercie vraiment de l'avoir relevé ce soir. Mais vous ne vous y êtes pas trompé, parce qu'en réalité, ce soir, vous avez un plateau absolument stratosphérique. Vous n'avez que des gens totalement, fondamentalement, inéluctablement, non seulement experts de la matière, mais par ailleurs, qui ont une véritable trajectoire de vie. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire que parler d'expérience professionnelle ce soir, on va aussi parler de conviction, on va aussi parler de sens de la vie, on va aussi parler de vision de la civilisation. Rien de moins. Eh oui. Alors ce soir, peut-être commençons par les présentations. Ce soir, vous avez, de façon majoritaire, des femmes d'expérience qui vont pouvoir vous raconter leur trajectoire et leur parcours. Commençons par Armelle Lecomte, qui ne veut pas le dire, mais qui est juriste de formation, qui a étudié à Nanterre, et qui aujourd'hui est responsable des plaidoyers. Alors j'étais jusqu'à récemment responsable du plaidoyer climat et énergie à Oxfam France, et j'ai quitté il y a quelques mois pour faire une petite pause, et donc voilà, désormais en indépendante. Mais c'est aussi pour ça que je suis là, j'ai participé à toute l'aventure de l'affaire du siècle, dont je ne doute pas nous aurons l'occasion de discuter ce soir. Voilà, pour les moins habitués à cette expression, responsable des plaidoyers, ça signifie lobbyiste, en gros. Voilà. Les gentils lobbyistes. Les gentils lobbyistes. Les good guys et good girls lobbyistes. Clémentine Baldon. Comme ça ? Bonsoir ouais. Clémentine, qui est une merveilleuse consoeur du barreau de Paris, une très chère amie, et par ailleurs une incroyable professionnelle de la question. Clémentine, est-ce que tu peux nous te présenter ce soir et présenter à la fois ton parcours et peut-être nous dire aujourd'hui comment tu perçois ton exercice professionnel ? Oui, merci Florent. Alors moi, je vais vous dire quelques mots du coup sur mon parcours, parce qu'il a quelques ruptures liées à mes convictions écologiques, parce que j'ai commencé en tant qu'avocate d'affaires, en droit de la concurrence, dans des cabinets anglo-saxons type Freshfield, Walgotschall, donc très spécialisé sur mes sujets de droit de la concurrence. Ensuite, j'ai fait un passage dans le monde de l'entreprise pendant 7 ans, et j'ai rejoint Bouygues Télécom, donc, que vous connaissez, et j'étais encore responsable concurrence et compliance. Et c'est à ce moment-là où finalement j'ai eu plus de temps et d'opportunités de lever un peu la tête du guidon par rapport à ma vie d'avocate d'affaires précédente, où j'ai eu l'occasion de m'intéresser davantage à l'actualité, aller à des conférences et prendre un peu de recul sur, de manière générale, mon activité, que j'ai été vraiment saisie par l'urgence écologique, climatique. Et comme j'ai toujours mis beaucoup de passion dans mon travail, je me suis dit qu'il était de ma responsabilité de mettre mon activité au service de cette cause. Et donc j'ai commencé en testant, parce que je n'étais pas du tout sûre d'avoir quelque chose à apporter, puisque c'était déjà de longues années après le début de ma carrière, une quinzaine d'années. Et donc j'ai commencé avec du pro bono pour une organisation environnementale. Et donc c'était un peu mon test case pour dire ah oui, effectivement, avec mon background de droit à la concurrence, droit européen, qui m'a permis d'aborder des sujets de droit du commerce international notamment, j'ai vu que j'avais quelque chose à apporter, comme beaucoup d'ailleurs, je pense, quand on vient de n'importe quelle spécialité. Et j'ai décidé de créer mon cabinet en faisant un pari pas du tout, sans aucun business model au début, en me disant je vais essayer de me consacrer
essentiellement, enfin majoritairement, des dossiers d'intérêt général orientés vers la protection de l'environnement. Avec ma propre expérience, c'est-à-dire venant du droit des affaires, droit européen, droit de la concurrence. Et c'était il y a 5 ans, et puis j'ai été impliquée dans l'affaire du siècle, donc ça a contribué à accélérer le mouvement, et aujourd'hui, donc, le cabinet a un petit peu grandi, et on accompagne donc essentiellement des ONG, mais aussi quelques entreprises sur ces sujets-là, avec un panel de dossiers assez important, mais surtout des contentieux stratégiques, on pourra en parler, dans lequel on accompagne les campagnes en utilisant le droit comme un levier au service donc, des campagnes des ONG. Merveilleux, merci beaucoup. N'en dis pas trop, il faut garder un petit peu de suspense pour la suite. Ensuite, Clara Gonzalez, qui a de multiples casquettes, mais qui ce soir vient nous voir en qualité à la fois de juriste chez Greenpeace et par ailleurs cofondatrice de la Fondation des femmes. Il peut y avoir des convergences de lutte. Et Clara, est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu à la fois ton parcours et puis comment est-ce que tu es arrivée à cette conviction fondamentale que tu allais mettre les ressources juridiques que tu as acquises au service d'une cause? Oui, alors bonjour à tous, merci pour l'invitation. Assez rapidement, dans mes études de droit, que je n'appréciais pas spécialement parce que je pense que je ne comprenais pas bien ce que j'allais pouvoir en faire et que je trouvais l'enseignement des universités françaises un petit peu aride. Et j'ai eu l'idée de partir et de me confronter à une vie professionnelle un peu différente à l'étranger par laquelle j'étais inspirée. Et en fait, j'ai eu la chance de faire un stage assez jeune dans une organisation qui s'appelle... faut pas que je parle trop près, non. Dans une organisation qui s'appelle le European Center for Constitutional and Human Rights, qui a un nom un petit peu compliqué, et qui est une structure qui est basée à Berlin et qui est une sorte de maison sœur d'une ONG qui est très connue aux États-Unis, qui s'appelle le Center for Constitutional Rights, voilà, qui est l'une des organisations aux États-Unis qui, ces 30 dernières années, s'est battue pour les libertés et les droits civiques, sur Guantanamo, sur le racisme, sur les droits des prisonniers, etc. etc. Et donc je me suis retrouvée un peu baignée dans un milieu de personnes qui avaient une approche, une conception du droit dont je n'avais jamais entendu parler en France. Ça, c'est quand même quelque chose que je trouve assez exceptionnel. C'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui en France faire 5 ans de droit dans l'une des meilleures universités de France, en l'occurrence j'étais à la Sorbonne, et ne jamais entendre parler du fait que outre-Atlantique, et puis même beaucoup plus près de chez vous, en fait il y a des gens qui font ce qu'on appelle du critical legal thinking, du radical lawyering, et qu'il y a toute une pensée universitaire qui est développée, toute une pensée pratique aussi par ces personnes-là, et qui vient nourrir nationalement dans les pays où c'est mené, et puis internationalement aussi, toute cette culture de la lutte ou du droit au service des luttes sociales, des luttes politiques, des luttes écologiques. Et donc je me suis un peu retrouvée biberonnée dans cet environnement. C'est une structure aussi qui prend vraiment les stagiaires sous ses ailes et puis qui ensuite les emmène dans une carrière si vraiment on a envie d'aller plus loin dans cette voie-là. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler à Human Rights Watch ensuite sur un procès international qui se déroulait à Dakar. Et il se trouve que j'étais déjà aussi à l'époque militante féministe, et que quand Anne-Cécile Mayfair a eu l'idée de monter la Fondation des femmes, derrière il y avait une réflexion qu'on avait depuis quelques années qui était de dire mais en fait on a eu Gisèle Halimi, et depuis c'est qui en fait nos avocates féministes? C'est qui va dans les cours, dans les tribunaux, devant le Parlement, défendre des choses pour les féministes, pour les femmes, et qui est capable de transformer aussi un procès en une demande politique, en une demande plaidoyer qui derrière va faire avancer la législation, la protection des droits des femmes. Et donc au sein de la Fondation des femmes, on a monté la force juridique de la Fondation des femmes, 2016 à l'époque, et qui est devenue aujourd'hui ce que tu connais aussi, qui est une structure qui rassemble des avocats au service des associations. Mais maintenant, il y a aussi de l'accès au droit direct, il y a des collaborations avec le barreau de Paris, avec des entreprises. Donc je trouve que la force juridique, c'est toujours un très bon exemple de tous les petits bouts
que peuvent constituer, qui constituent la lutte du droit au service d'une lutte politique, quoi. Il y a vraiment tous les aspects qui sont réunis, le plaidoyer, le contentieux, renforcer l'accès à la justice pour les personnes les plus nécessiteuses. Voilà. Et ça crée une triade qui permet de, in fine, quand même réellement faire avancer les choses. Et comme je voulais pas faire que du droit des femmes, parce que à titre personnel, je trouve que c'est un métier qui est extrêmement difficile et les gens qui font ça sont extrêmement courageux, mais je n'étais pas assez. Je suis revenue à mes premières amours, donc ce que j'avais fait pendant mes stages, la responsabilité des entreprises. J'ai travaillé pour Sherpa, et c'est par cette spécialisation sur la responsabilité des entreprises que je suis arrivée à Greenpeace, où ma collègue Laura Monnier faisait déjà tout un travail un peu plus orienté sur le droit public. Et l'idée à Greenpeace, c'était effectivement d'être de plus en plus offensif sur la responsabilité des acteurs économiques. Et je suis arrivée dans ce cadre-là. Et je ne vais pas parler trop maintenant, mais je pense qu'après, je pourrais vous présenter un peu plus en détail ce que fait Greenpeace et notre rôle au sein de cette structure qui est assez particulier, qui est un peu comme un avocat en fait, dans la structure, ce qui n'est pas toujours le cas pour les juristes en ONG. Avec grand plaisir, quel suspense, quelle attente. Et pour combler ce suspense et cette attente, Guillaume Hanotin, voilà, au contraire, le facilitateur, Guillaume, avocat au Conseil, donc Cour de cassation, Conseil d'État. Raconte-nous comment tu as été au contact de cette incroyable aventure. Je veux déjà faire un petit retour sur ce qu'on vient d'entendre, parce que on voit quand même l'extrême qualité intellectuelle, conceptuelle, enfin le caractère très structuré des interventions. Ça veut dire que le droit de l'environnement aujourd'hui, dans sa partie de phalange et de lutte et d'action, attire les meilleurs. Et je pense que sur cette scène, il y a plein de colloques qui se succèdent et d'interventions. Et je ne suis pas sûr que si on faisait une intervention en droit financier, on aurait des gens aussi structurés. Aussi intéressants, certainement pas, mais même aussi structurés. Et donc ça, c'est un grand mouvement. C'est qu'aujourd'hui, ce type d'action attire vraiment les meilleurs de l'université et des cabinets d'avocats. Et vous voyez que la cause est bien servie, je dirais, par ce type de personnes. Alors moi, modestement, j'étais avocat au barreau de Paris de 2002, techniquement, à 2008. Après quoi, je suis devenu avocat au Conseil. Et moi, j'ai commencé par faire du droit de l'environnement parce que je ne faisais pas du tout de droit public. Moi, je viens du droit des affaires, complètement. Et donc, je me souviens très bien, il y avait un dossier dans un cabinet d'avocats au Conseil. On m'a dit, toi qui ne sais pas faire de droit public, t'as qu'à le prendre. C'était un dossier pour des riverains d'aéroports qui voulaient s'étendre. Et tous les recours de droit interne avaient été épuisés. Il fallait faire un recours CEDH. Et donc, le publiciste de service a dit, mais ce truc ne vaut absolument rien. Et en fait, ça a passionné la Cour européenne des droits de l'homme. Le dossier a duré 6 ans, je crois, dans la Cour européenne des droits de l'homme. On n'a pas gagné parce que Jean-Marc Ayrault venait d'arriver au pouvoir, et donc il venait de nommer un nouveau juge à la CEDH, et donc il y avait Notre-Dame-des-Landes après, donc c'était un peu compliqué de gagner quand même. C'est un petit aéroport de Deauville, tu vois, qui intéressait personne. Mais donc je suis rentré dans le droit de l'environnement parce que j'étais l'homme de la rue, en réalité. Et alors ça s'est poursuivi après parce que j'ai travaillé pour Greenpeace. Alors j'ai travaillé pour Greenpeace, la personne qui nous a présenté, c'est Étienne Ambroselli, qui est un confrère du barreau de Paris, qui était au lycée avec moi. Et Étienne est spécialisé dans l'antinucléaire, et notamment, il est à Bure. Enfin, il est vraiment à Bure, Étienne. Il est embedded là-bas. Donc Étienne m'a proposé de travailler pour le réseau Sortir du nucléaire, je crois d'abord, et ensuite à l'époque c'était Laura Monnier dont on a parlé. Et l'analyse qu'on a faite, que moi j'ai faite et qu'avait fait Greenpeace et qu'avait fait Laura, donc je peux en parler, qui était une convergence d'analyse, c'était que Greenpeace est très connu pour les gens de ma génération, donc les vieux comme moi, qui sont nés sous Giscard. On se souvient tous que le jour de l'inauguration du bateau d'Areva pour la Coupe de l'América, en fait on ne se souvient pas qu'Areva a sponsorisé le bateau, on se souvient uniquement que Greenpeace était là avec un Zodiac et qui est allé percuter le bateau. Donc l'opération de communication d'Areva a échoué, et l'opération de communication de Greenpeace, en revanche, a marché. Et pourquoi est-ce qu'on l'a tous vu, ces images, en tout cas à ma génération? C'est parce qu'à l'époque, il y avait royalement un journal de 20h30, et que c'était des sujets du journal de 20h, et donc on l'a tous vu. Et je pense que Greenpeace, le problème qu'ils ont eu, c'est que
ce type d'action, qui sont des actions de communication, à l'heure des réseaux sociaux, ça ne marche plus du tout parce que vous avez toute votre boucle Twitter qui dit c'est génial, ils sont rentrés dans une centrale nucléaire, mais en dehors de votre boucle Twitter, personne ne le connaît, quand bien même ça serait repris au journal de 20h, ce qui ne sera pas le cas, au journal de 20h, je ne sais pas qui le regarde encore, et donc ça ne marche plus. Et donc de là, Greenpeace a créé, à titre de campagne, d'habitude les campagnes sont thématiques, donc il y a la campagne océan, la campagne agriculture intensive, la campagne nucléaire, pétrole, etc. Et Greenpeace a eu l'idée de créer une campagne qui correspondait auparavant à une fonction support, qui était la campagne juridique. Et donc le juridique chez Greenpeace qui est passé de défendre les activistes quand ils se font embarquer dans le panier à salade pour une défense pénale, dont on va reparler, à faire des actions pour faire avancer le schmilblick. Et donc après, on a fait 2 séries d'actions pour Greenpeace. On a fait des actions, disons, sur le droit de l'environnement existant pour essayer de le faire respecter. Et ça, on le fait pour Greenpeace, on le fait pour France Nature Environnement, par exemple, aussi beaucoup. Et puis on l'a fait avec Clémentine pour Climate Earth. Et puis il y a des actions qui sont plus disruptives, dont l'action emblématique est l'affaire du siècle. Voilà, dont on pourra reparler. Quelle merveilleuse transition. Quel showman. Incroyable. Parce que l'idée de la conférence débat de ce soir, parce qu'il va y avoir un débat, parce qu'ensuite, on attendra vos questions, c'est vraiment de vous raconter... Il y a le directeur juridique de Total qui arrive, c'est ça ? Tout à fait. Avec Antonin Lévy, pour apporter la contradiction. En réalité, l'idée de ce soir, c'était d'arriver à démontrer comment, à l'origine de toute action, il y a une pensée, une réflexion, un déclic, dans lequel on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le dossier ne se construit pas tout seul et n'arrive pas tout seul devant le Conseil d'État. C'est en réalité une longue chaîne à la fois de préparation, de sédimentation, de questionnement, parfois de doute, parfois d'espoir, parfois d'espoir déçu. Et c'est ça qu'on voulait vous raconter ce soir. C'est que c'est extrêmement incarné et en réalité, ça ne repose que sur la volonté des gens qui sont devant vous ce soir. Et ce succès ne repose que sur leur volonté à eux. Et c'est ça, je trouve, qui est essentiel. C'est de beaucoup d'autres. Et de beaucoup d'autres, bien sûr. Mais c'est très intéressant de voir à quel point l'évidence judiciaire ou administrative se révèle par la décision. Mais avant cette évidence-là, il y a énormément de travail et surtout, il y a énormément de construction parce que tout ça est un processus. Et l'idée de ce soir, c'est de montrer comment est-ce qu'on accède au succès et comment ces succès peuvent être déployés dans d'autres domaines, sur d'autres actions, et comment est-ce qu'on peut faire de ce succès-là un symbole, et un symbole qui va irradier aujourd'hui partout dans le barreau de Paris pour dire regardez ce qu'on peut faire, regardez quels sont les résultats qu'on peut obtenir. Alors peut-être qu'il est temps maintenant de commencer à expliquer la genèse de l'affaire du siècle. Qui veut prendre la parole ? Moi, je peux commencer parce que faut toujours se méfier quand il y a des avocats, c'est que je pense qu'ils ont parlé beaucoup et moi, du coup, j'ai pas du tout encore pris la parole. J'aurais dû me méfier. Non, mais juste pour dire qu'en fait, moi, j'ai effectivement, j'ai vraiment suivi toute la genèse de l'affaire du siècle et tous les débats qu'il y a pu y avoir en interne. Donc peut-être juste pour revenir de se placer du point de vue des ONG. Donc à la base, c'est quatre associations ONG, donc la Fondation pour la Nature et l'Homme, Notre Affaire à tous, Oxfam France et Greenpeace France. Et en fait, l'idée au départ a germé vraiment de Notre Affaire à tous, qui est cette association qui vraiment a fait de la justice climatique vraiment le fondement de son existence, et qui avait cette idée en se disant en fait si on veut arriver à porter ce dossier et en ayant en tête, et j'y reviendrai, d'avoir aussi un certain impact à la fois auprès du public et auprès des médias, il y avait cette idée de cibler l'État français. C'était quelque chose de complètement innovant à l'époque. De dire il faut qu'on soit plusieurs, qu'on ait plus de force, à la fois avec une équipe juridique solide, mais aussi des organisations qui ont quand même les reins suffisamment solides. Parce que Notre Affaire à tous à l'époque, c'était vraiment quelques salariés et des juristes, beaucoup bénévoles. Et donc ça a donné lieu à vraiment beaucoup de débats. Je pense que sur le principe, et peut-être mes collègues reviendront dessus, il y avait quand même le fait d'être convaincu que la justice avait un rôle, le droit de l'environnement, c'était on va dire une étape
supplémentaire qui était importante, mais ça soulevait beaucoup de questions pour des organisations comme par exemple Oxfam qui n'avaient jamais utilisé cet outil en fait. Et au départ, ce qui nous convainquait, c'est qu'il y avait une certaine fatigue en fait de porter des dossiers auprès des décideurs politiques, auprès d'entreprises pour avoir des textes, des lois plus progressistes sur la protection de l'environnement, mais que c'était parfois infructueux, insuffisant. Et aussi, ce qui a généré beaucoup on va dire, de fatigue et d'usure, je pense, pour les équipes, c'est de se dire il y a des textes qui existent, il y a des objectifs qui sont fixés, des grands objectifs à 2030, après à 2050, sur la stratégie zéro carbone, etc. Mais concrètement, dans le budget, année après année, on n'en voit pas la couleur. Et comment ça, on peut le faire appliquer et c'est de se dire, en fait, c'est la justice climatique, c'est un outil supplémentaire parce qu'il y a le travail de plaidoyer classique. On va rencontrer les cabinets ministériels, on va voir les parlementaires au Sénat, à l'Assemblée. On peut aller voir aussi des entreprises qui sont plus ou moins allantes sur ces sujets. Il y a d'utiliser les médias pour porter ces messages. Il y a tout ce qui est des campagnes publiques pour mobiliser les gens, les sensibiliser à ces questions. Il y a aussi, et Greenpeace le fait évidemment de longue date, la désobéissance civile, s'opposer à un certain nombre de projets. Et en fait, d'utiliser la justice, c'était vu pour nous comme un nouvel outil innovant. Et on a été critiqué sur le fait que c'était une sorte de gadget, qu'on le faisait que pour le côté médiatique. Et vraiment, il n'y a rien de plus faux, parce que le but vraiment final, et c'est loin d'être fini encore l'affaire du siècle, c'est vraiment de contraindre l'État à agir. Et effectivement, après, c'est une tactique de comment est-ce qu'on peut mettre la pression sur le gouvernement. C'est de créer une pétition et de s'assurer qu'il y a un soutien public qui montre que oui, les Français, les Françaises sont derrière nous et que c'est pas juste quelques illuminés, quelques Khmer verts qui se lancent dans une nouvelle idée rigolote. Et cette pétition, elle a été au-delà de toutes nos espérances. On ne pensait pas du tout. D'ailleurs, il y a eu vraiment beaucoup de débats parce que c'est tombé au moment des Gilets jaunes. Tu peux rappeler le chiffre? Oui, donc c'est à date, je crois, c'est toujours la pétition en ligne la plus signée en France. Donc 2,3 millions de personnes ont signé. Et surtout, on a atteint le million en à peine 3 semaines, en plein mois de décembre. Et en plein débat en plein mouvement des Gilets jaunes. Donc ça soulevait aussi beaucoup de questions de dire est-ce qu'on ne va pas tomber complètement à côté de la plaque au vu des revendications sociales, sociétales. Et en fait, ce qui aussi nous a beaucoup aidé, c'est la vidéo de lancement avec beaucoup d'influenceurs, un peu de tous âges. Sans vexer personne, avec des actrices très installées comme Marion Cotillard ou Juliette Binoche, mais aussi des influenceurs dont moi personnellement j'avais pas vraiment entendu parler, mais qui faisaient des millions de vues et qui ont touché un public. Moi, mon beau-frère, qui à l'époque avait même pas à la vingtaine, il en a entendu parler et pas par moi. Il m'a dit ah oui, j'ai des copains qui m'ont envoyé ça, et ça a fait un effet boule de neige et ça a permis de toucher un public très large, et ce qui fait que la pétition a été lancée début décembre, et de mémoire, courant janvier, fin janvier, il y a eu un rendez-vous avec les directeurs, directrices des différentes ONG, avec le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, le ministre de la Transition écologique aussi. Donc voilà, ça a soulevé beaucoup de questions, et on a dû aussi, et je pense que Clémentine et Guillaume reviendront aussi, sur le fait que c'était pas juste un gadget, et qu'on voyait ça comme plutôt quelque chose de complémentaire avec d'autres actions que font les ONG, pour vraiment en fait contraindre l'État à agir et surtout à respecter. Je pense que en termes d'intervention, c'était vraiment quelque chose qu'on mettait en avant tout le temps. C'est-à-dire en fait l'État ne respecte pas des objectifs qu'il s'est lui-même fixés, qui ont été votés par le Parlement, qui ont été dans des décrets, etc. Et donc on s'est aperçu en plus que, il y a des demandes de changement au niveau européen d'objectifs qui ont été revus à la hausse, et on ne parlait même pas de ça, on parlait uniquement de la loi telle qu'elle avait été votée, et ça nous semblait aberrant, et peut-être qu'on y reviendra sur des questions aussi de croyance aussi dans la démocratie, de dire en fait il y a des textes qui sont votés mais ils ne sont pas respectés, et
il se passe rien. Et ça, on le voyait aussi, je pense, et quand on voit une certaine crise aussi de nos institutions aujourd'hui, je pense que ça y participe, et c'est d'autant plus important que ces dossiers-là puissent voir le jour, être défendus, et vraiment sur le long cours, parce que y a aussi la question de la longueur de la justice, la lenteur, on pourrait dire parfois, alors qu'on est dans une urgence. Donc voilà. Mais voilà, en tout cas, du point de vue des ONG, c'était vraiment un outil innovant, et je pense que voilà, on a eu raison de sauter le pas, même si voilà, c'était pas forcément évident, parce que c'était une première de travailler à la fois sur un ciblage d'un État, avec différentes organisations, différents avocats, des manières de travailler très différentes, entre voilà, où on parle de messages médiatiques, avec certains avocats pas toujours n'ayant pas l'habitude forcément de simplifier certains. Voilà. Donc moi j'ai vécu ça vraiment comme quelque chose vraiment de très très enrichissant, et voilà, et ça m'a fait réviser effectivement quelques bases de droit, parce que je l'avais dit au début, j'ai fait juste une licence de droit à Nanterre, et après pendant plusieurs années ça ne m'a pas tant que ça servi, mais voilà, c'était je pense très enrichissant pour tout le monde. Clara, vu de Greenpeace, cette construction, on a entendu dans la bouche d'Armelle plusieurs choses qui font écho pour des avocats. C'est d'abord, on utilise le droit pour ce qu'il est, c'est-à-dire une autorité au titre de la Constitution, mais un pouvoir de contrainte aussi. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, parce qu'on n'avait jamais envisagé ce pouvoir de contrainte de façon aussi directe. Ça veut dire aussi que du côté à la fois des juridictions et de la place du juge dans la démocratie, ça le réinstaure totalement. C'est aussi ce qui va faire le ciment du respect de la promesse démocratique que constitue la loi. Et parce que ça, c'est un des piliers de votre réflexion, c'est de dire il faut arriver à obtenir des résultats, et il faut arriver à rassurer le citoyen sur sa capacité d'action dans la société. Et ça, c'est un message qui, pour nous, en tant qu'avocats, je trouve, résonne énormément. On en reparlera tout à l'heure sur la défense des libertés publiques, mais il y a un aspect qui est assez fondamental sur la défense des libertés publiques dans votre démarche. Oui, c'est très intéressant. Et sur le pouvoir du juge aussi, et notre propre capacité à nous, en tant qu'organisation de la société civile et citoyens. Je vais dire un mot là-dessus, et après je passerai la parole à Guillaume et Clémentine, qui ont bien plus travaillé que moi sur l'affaire du siècle. Mais ça m'inspire deux réflexions. En fait, la première, c'est que, pour revenir un peu à ce que je vous disais, c'est-à-dire sur le fait qu'en France, on est encore très frileux, notamment d'un point de vue théorique, sur notre capacité à développer du contentieux stratégique, du contentieux politique, et à l'assumer comme tel. Ça vient beaucoup du fait que on n'est pas un pays de common law. Et donc évidemment, quand on est aux États-Unis et qu'on veut faire changer la loi, en fait, on sait que la Cour suprême, on sait que la Cour de l'État dans lequel je suis, elle peut le faire. Et elle peut décider demain, il n'y aura plus de ségrégation raciale dans les écoles, ou alors demain, j'autoriserai l'avortement. À l'inverse, elle peut le défaire. Et on l'a vu là avec le débat aux États-Unis sur les questions d'avortement. C'est-à-dire que c'est génial, ce pouvoir du juge, parce que ça renforce la capacité du citoyen quand on est dans ce qu'on estime, nous, le bon côté, la défense des libertés civiles, le progressisme. Et on se dit qu'on peut vraiment faire avancer les choses, et très vite. Et là-bas, c'est possible avec ce pouvoir. Et incidemment, il y a quand même aussi un risque, et qui est très bien illustré, je pense, ces dernières années, de ce rapprochement entre le politique et le juridique. Bon, maintenant, en France, on a un autre système. Mais on a longtemps, je pense, négligé, notamment du point de vue du droit administratif, le fait que le juge, il pouvait aussi juger l'État, et il pouvait aussi le contraindre. Et ce que tu disais, Armelle, nous, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup en interne, parce qu'on n'est que 2 juristes à Greenpeace sur une structure de 160 personnes. Le juridique, c'est une tactique parmi d'autres. Et quand on en discute en interne, ce qu'on dit, c'est, en fait, nous, on est parfois juste le bouton sur lequel tu appuies, et la loi que tu as fait passer il y a 20 ans, là, tu la mets en application. Et parfois, il y a besoin
Et c'est ça qui est aussi un peu triste, c'est-à-dire qu'il y a besoin de ce bouton. En fait, aujourd'hui, on ne peut pas faire confiance à l'administration, en particulier en matière environnementale, et n'en parlons pas en matière climatique. On ne peut pas faire confiance à l'administration pour garantir l'application optimale de toutes les lois. Ce n'est pas forcément de la faute de l'administration. Parfois, il n'y a pas de moyens, on le sait. Hein, les agences régionales qui sont censées, par exemple, contrôler les niveaux de pollution sur les ICPE, les gros projets polluants, en fait, quand vous rencontrez les enquêteurs, les personnes qui sont en charge d'aller contrôler, ils vous disent, nous, on peut contrôler une fois, si vous voulez, un document sur 1000 qu'on nous envoie. Donc il y en a 999 qui passent à la trappe. Voilà, il y a des enjeux aussi de la préfecture qui contrôle encore beaucoup les contrôles locaux sur la pollution qui peut avoir des effets climatiques, etc. Il y a tout un ensemble de blocages aujourd'hui en France, à la fois donc, au niveau régional et local, et à la fois, évidemment, on le voit avec l'affaire du siècle au niveau gouvernemental, qui font que c'est à nous, en fait, d'aller chercher l'application et effectivement, par ce biais-là, de redonner confiance. Je pense que c'est une réflexion qu'on devrait mener aussi davantage, redonner confiance aux citoyens en notre capacité, nous, collectivement, de faire respecter les promesses auxquelles se sont engagés nos gouvernements précédemment. Ou nos législateurs par le biais de différentes lois. Je peux redonner la parole à... Oui, j'étais en train de me dire dans ma tête que la deuxième s'était échappée. Non, la première, c'était sur le common law, en fait, et le fait qu'il y a un pouvoir du juge qui est différent en France. Et la deuxième, c'est sur le fait qu'on ait une tactique parmi d'autres, mais qu'on doit absolument renforcer cette tactique et même parfois la penser à plus long terme, en se disant, là je vais vous donner un exemple très simple, nous on travaille depuis des années sur les questions de déforestation et de comment on contrôle mieux aux frontières le bois illégal importé. On a fait partie, c'est pas nous qui avons fait passer les lois, on ne dirige pas encore le monde, mais on a aidé des collectifs et on a fait du plaidoyer très technique pour faire passer des lois au niveau du Parlement européen, donc des directives européennes qui ensuite deviennent des lois en France. Et c'est un processus qui est très long, dans lequel ma collègue Laura Monnier est impliquée. Et donc ma collègue Laura Monnier, elle va faire ce plaidoyer technique. On va essayer de faire passer évidemment le maximum de choses en s'appuyant sur tout un ensemble d'expertises techniques, notamment locales, de contrôleurs aux frontières, de douaniers. Et puis maintenant, on est rentré dans la phase où on a ouvert des contentieux sur la base de cette loi qui a été passée. Et on a 2 audiences au mois de juin devant des cours correctionnels, des tribunaux correctionnels, contre 2 entreprises sur la base de cette loi, donc cette directive qui a été transposée en France, je crois, en 2017. Donc, il y a tout un parcours comme ça, et intégrer l'enjeu contentieux et penser quand on fait la loi aussi à comment je vais faire pour la faire appliquer, quelles sont les sanctions, le niveau de répression, est-ce qu'il y a une répression, est-ce que c'est civil, c'est extrêmement important pour anticiper ensuite la capacité des citoyens, des associations et des juges à sanctionner, en particulier quand on travaille sur le milieu des acteurs économiques, où la question de la sanction est encore très compliquée judiciairement. Merci beaucoup. Et alors maintenant, les confrères. Il y a deux phénomènes en fait qui, à mon avis, se sont conjugués, qui ont permis à un dossier comme l'affaire du siècle de gagner. Il y a eu d'abord, je pense, une nouvelle génération de juristes qui est arrivée et qui n'avait pas le respect immodéré pour l'État, la figure du grand commis de l'État, de l'énarque, du conseiller d'État, cette espèce de gens qui s'étaient un peu pétrifiés par une espèce de parole qui tombait d'en haut du Palais Royal. Donc ça, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont jamais reçu ce discours-là, et donc qui eux ont plus eu l'idée assez intuitive de se dire il y a des lois, il faut qu'elles soient respectées. Ça paraît bizarre pour des juristes plus âgés, mais eux, ça leur paraissait quand même assez évident, quoi. Et d'autre part, il y a le juge aussi. Il y a eu un énorme renouvellement de génération au Conseil d'État.
qui fait que le Conseil d'État a beaucoup évolué dans la conception qu'il a de sa place dans les institutions françaises. Le Conseil d'État, c'est marqué Conseil de l'État dessus. C'est pas marqué juge de l'État. Donc, c'est pas évident pour un membre du Conseil d'État de se dire je vais juger l'État, je vais faire une injonction, etc. Tout les strates, enfin les sous-couches de ce travail-là, il date des années 90. Donc les pouvoirs de référé du Conseil d'État, les pouvoirs d'injonction, ça date des années 90. Et au fur et à mesure du début des années 2000, le recours pour excès de pouvoir prend une ampleur, une texture, etc. Et pour accueillir l'affaire du siècle, au niveau du Conseil d'État, il a fallu énormément innover, parce que, bon, d'abord, la demande au niveau du Conseil d'État, c'était de dire qu'on n'était pas sur la bonne trajectoire pour 2030. Et l'affaire est arrivée au Conseil d'État en 2019, je crois, à peu près, 2020, je ne sais plus, par grande sainte, je sais plus. Bref, en gros, elle est arrivée 10 ans avant l'objectif. Et donc la première question qu'avait le Conseil d'État, c'est de se dire, est-ce qu'on peut aujourd'hui faire l'espèce de procès d'intention à l'État que dans 10 ans, le compte n'y sera pas? Tout ça parce qu'ils ne sont pas sur la bonne trajectoire aujourd'hui. C'est la réponse habituelle de l'État face à ce type de demande, c'est de dire, attendez, vous n'en savez rien si on y sera en 2030. 2030, de toute façon, ce ne sera pas nous en plus, enfin, les personnes physiques qui parlons, ce sera d'autres élus, d'autres fonctionnaires avec un turnover incroyable dans les administrations, donc ce n'est pas nous. Et puis, le Conseil d'État ne peut pas préjuger. Et puis après, il y avait un autre sujet qui est de dire, mais l'évaluateur des politiques publiques en France, ça n'est pas le Conseil d'État. Je dirais que c'est presque tout le monde sauf le Conseil d'État. Ça va être la Cour des comptes, ça va être le Parlement, à travers les commissions d'enquête parlementaires, par exemple. Pour le climat, ça va être le Haut Conseil pour le climat. Mais pourquoi est-ce que ça serait le Conseil d'État, en fait? C'est presque... qu'est-ce que viennent faire les juristes dans cette histoire, quoi. Bon. Et puis après, ils ont fait ce truc absolument incroyable de dire le règlement de 2018 qui a repris l'accord de Paris au niveau européen est obligatoire. Donc là, les journalistes nous ont dit, quand on a obtenu ce succès, vous êtes en train de nous expliquer que le règlement est obligatoire. On a eu quelques notions de droit à l'école de journalisme. On avait cru comprendre que les règlements, c'était obligatoire. Ah oui, mais c'est quand même vachement exceptionnel. Et je me souviens de Bruno Lasserre qui était complètement désemparé parce qu'il essayait d'expliquer aux journalistes que c'était génial ce qu'il avait fait, alors que les journalistes disaient, mais attends, t'es juste en train de me dire que tu fais respecter une loi, quoi, genre WTF, quoi. Tu vois, c'est vrai. Donc il y a eu plusieurs révolutions. Et puis là, il y a eu une révolution un peu en marche, je dirais. Pardon pour ce... On vérifiera les copyrights à qui de droit. Donc, il y a une révolution en marche, c'est que le Conseil d'État a enjoint l'État de revenir sur la trajectoire et de mettre en œuvre toutes les mesures utiles pour être sur la trajectoire. Et puis, tous les 6 mois, le Conseil d'État dit « Bon, alors, vous en êtes où ? Le compte n'y est pas. » Et tous les 6 mois, le Conseil d'État pense qu'on va lui lâcher, l'État pense qu'on va lui lâcher le coude en lui disant c'est bon, de toute façon ce truc c'est ridicule, on n'est plus qu'à 7 ans du délai, on sait qu'en fait ça sera pas donc on va peut-être arrêter d'en parler, ça devient un peu gênant. Et puis le Conseil d'État dit non, on continue à vous surveiller, donc vous êtes sous surveillance. Et le Conseil d'État a même organisé une séance d'instruction qui était comme une espèce de confrontation du tribunal correctionnel, où il a forcé le gouvernement, avec un monsieur qui s'appelle Antoine Pellion, ils l'ont confronté à des gens du HCC. Et les gens du HCC, c'est no nonsense, quoi. C'est pas beaucoup de mots, mais en mode sniper. Et donc les meufs, elles ont dit, bah non, le compte n'y est pas, quoi. Tu vois, ça a pris 3 minutes. Et il y avait Madame de Silva, la présidente de chambre, de la 6e chambre, qui était assez contente d'avoir fait cette petite confrontation, qui permettait en peu de mots d'expliquer le problème, tu vois, à l'État. Donc voilà, donc il y a tout un tas d'innovations qui sont faites, chemin faisant. Parfait. Clémentine ? Oui. Sur l'affaire du siècle, je voulais rajouter peut-être juste quelques mots, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais c'est vrai que ça a été une aventure exceptionnelle. Enfin, on le dit pas assez, mais quand on a lancé, on était sûr qu'on allait perdre. Enfin, il y avait aucune. Je me rappelle, les juristes, on mettait des disclaimers partout. On disait, on va perdre, c'est sûr, mais on a raison d'y aller. Absolument.
Alors, est-ce qu'on peut revenir sur cette notion-là, qui est une notion qui est extrêmement intéressante, qui est une notion selon laquelle, en fait, aujourd'hui, il y a une nouvelle génération aussi de juristes qui se départit totalement de la rigueur juridique absolue qui nous a été enseignée à la faculté et qui inculque dans sa démarche juridique une militance. Et qui consiste à dire le droit, c'est aussi un élément culturel et c'est par la culture que l'on va, à un moment, pas courber le droit, mais courber l'analyse du droit. C'est-à-dire que le prisme d'analyse peut changer. À partir du moment où le prisme d'analyse change, la solution juridique peut changer. Est-ce que tu peux raconter ça? Parce que je crois beaucoup à cette capacité à faire changer les choses par cette action militante, qui reste une action juridique, mais une volonté déterminée de se dire, bon, on a toutes les chances de se planter, mais on y va quand même. Attention, on a été très rigoureux. Bien sûr. Non, mais bien vraiment, sûr. on a décidé, et quand vous posiez la question tous, Oxfam, Greenpeace, Fondation Naturelle Homme et ça, de y aller ou pas, ça a été déterminant pour eux de dire, on a un dossier juridique solide. Mais on va perdre puisque la jurisprudence est négative, puisque les objectifs ne sont pas contraignants, puisque on avait un dossier hyper dur. Mais effectivement, à partir du moment où on avait un dossier solide, où ça alimentait la campagne de plaidoyer, et c'est là où effectivement le dossier juridique, c'est le bouton dont tu parles, Clara, pour dire que de toute façon, ça va venir alimenter cette campagne. Donc même si on n'y arrive pas derrière, ça va être utile. A été déterminant dans l'idée de lancer. Et donc ça a été exceptionnel parce que finalement on a gagné. Enfin, quand on parle de l'affaire du siècle, on parle de l'affaire du siècle et Grande Sainte. Enfin, comme vous êtes avocat, sûrement. Enfin, pour être très précis, on parle de deux affaires, mais on parle ensemble parce que ce sont les mêmes parties. Et donc ça a été exceptionnel parce que ça a engendré une mobilisation complètement inhabituelle avec cette pétition, que ça redonnait un petit peu espoir au sein de la société civile dans l'action judiciaire, et que ça a fait aussi des petits, en fait. Parce qu'à la fois, les recours climatiques, l'affaire du siècle s'inscrivait dans un mouvement international, puisqu'il y avait le précédent Urgenda aux Pays-Bas, dans lequel c'est le Pays-Bas qui s'était fait... qui avait enjoindre à revoir à la hausse son ambition de réduction de gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment le précédent qui a inspiré ces affaires. Et à la fois, l'affaire du siècle en a inspiré d'autres, notamment en Espagne, où est venu alimenter d'autres qui avaient été lancés en Belgique, etc. Donc ça, c'est intéressant de se dire qu'on se regarde tous dans ce type d'action, puisque finalement, elles sont au service d'un enjeu qui est mondial. Le changement climatique, c'est sûr que si la France fait sa part et pas les autres pays, on n'ira pas très loin. D'ailleurs, c'était intéressant, la Serre, le lendemain quasiment du jugement Grande Sainte, a organisé une conférence avec Yale pour dire, nous, on a fait notre part, maintenant à vous. Okay. Donc ça fait partie d'une stratégie globale. Pardon, je t'interromps juste à cet instant-là. Est-ce que ça signifie que dans ta défense, tu prends en considération des précédents internationaux pour venir expliquer que comme c'est une situation qui est globale, on est obligé, indépendamment du système juridique dans lequel on opère, de venir prendre en considération les raisonnements, les déductions, les façons d'appliquer à l'étranger pour être cohérent sur l'objectif global? Est-ce que ça fait partie de... On ne développe pas complètement l'argument comme ça, mais oui, on va complètement utiliser la jurisprudence étrangère. D'ailleurs, il y a tout un nombre d'universitaires qui travaillent sur des bases de données, de contentieux climatique, d'essayer justement de faire un peu les dossiers clés en main d'arguments qui sont utilisés pour inspirer d'autres actions devant les cours constitutionnels, devant les tribunaux, etc. Alors, cela étant, l'argument qui a été accueilli en France n'est pas le même que l'argument hollandais. L'argument hollandais a été mis de côté par le Conseil d'État. L'argument hollandais était fondé sur la CEDH. Et le Conseil d'État a dit la CEDH, c'est trop pipeau pour ce dossier, c'est pas du tout assez rigoureux. En revanche, le règlement de 2018, lui, il y a des objectifs qui sont contraignants et qui sont précis, quoi. Donc c'est ça qui a fait mouche. Mais ils n'ont pas retenu le même argumentaire. Ok. Si je peux juste rebondir sur un petit élément, je laisse Clémentine finir après, sur ce que disait Guillaume, sur aussi la science dans tout ça. Parce que moi, je me rappelle d'une audience, donc là, c'était devant le tribunal administratif de Paris, où un des avocats parlait de concrètement les émissions, et notamment l'effet cumulatif
des émissions. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a du CO2 qui est dans l'atmosphère, il reste pendant des milliers d'années. Et donc, en fait, ce qu'on émet, notamment sur cette question de la trajectoire, ce qu'on a émis en 2019, en fait, en 2030, en 2040, en 2050, et ça sera encore là. Et sans préjuger de la connaissance scientifique des juges, etc., c'est vraiment une question où il y a même une question du juge qui était là, ou je ne sais plus si c'était rapporteur, enfin, en tout cas, pour vraiment questionner ça et te dire, oui, là, on doit quand même aussi juger quelque chose qui est extrêmement rationnel. Et je pense que dans le fait de faire évoluer aussi probablement les juges, ça a été très important de se dire, oui, effectivement, c'est un fait scientifique. Et après, il y a eu beaucoup de demandes justement de verser au dossier des rapports du Haut Conseil pour le climat, etc., pour se baser sur ces connaissances et ces faits scientifiques irréfutables. Ok. Clara ? Non, je vais juste rebondir sur le premier point, c'est qu'on fait du droit comparé classique, hein, en fait. Il n'y a pas nécessairement quelque chose de particulièrement innovant dans le fait d'aller chercher la jurisprudence internationale. Ça reste un format de droit comparé classique. Et évidemment, moi j'ai par exemple un dossier sur des pratiques commerciales trompeuses, donc je vais aller chercher mon droit comparé dans les pays qui ont transposé la même directive. Et après, sur le climat, il y a quelque chose qui est d'autant plus intéressant, qui est que... et c'est effectivement, le Conseil d'État l'a pas reconnu, mais on a la CEDH qui nous chapeaute tous pour le moment au niveau de l'Europe. Et donc, si un juge dit de l'article 8, je tire telle chose, c'est sûr qu'on va aller essayer de le faire tirer aussi dans d'autres juridictions. Et seul point sur lequel je voulais réagir, c'est sur la question de la rigueur. J'estime qu'on a d'autant plus intérêt à être rigoureux qu'on est face à des personnes qui, aujourd'hui, structurellement, socialement, culturellement, ont le bénéfice de la présomption de rigueur et de légitimité. En fait, nous, on peut avoir donné l'impression parfois qu'on vient déranger, qu'on vient bousculer, qu'on est des trublions ou d'autres termes que je préfère pas employer qui nous ont été attribués, mais en réalité, ça nous impose et ça nous oblige à une forme de rigueur qui, pour moi, est d'autant plus élevée. Et je pense que parfois, il y a un peu deux catégories. C'est vrai qu'il peut y avoir des militants juristes, peut-être plutôt, ou des militants qui proposent des choses qui peuvent être en fait trop militantes, un peu trop éloignées du droit. Et c'est vrai que nous, à Greenpeace, avec Laura Monnier, on peut avoir des positions parfois qui sont perçues un peu comme rigoristes dans le milieu, parce que oui, on peut tenter des choses parfois pour perdre, mais en revanche, on ne va pas tenter des choses pour perdre et que ça mène à rien. On va essayer d'aller bouger des pions stratégiquement. Et pour pouvoir bouger les pions, il faut qu'on ait des garanties de gagner, il faut qu'on ait des garanties de solidité et il faut qu'on soit crédible vis-à-vis de la profession. Alors à la fois, des avocats, oui, mais surtout des juridictions. Et c'est comme ça que dans les années qui ont suivi le lancement de ce dossier, les dirigeants de Oxfam, Cécile Duflot et Jean-François Julliard pour Greenpeace, ont été reçus à la Cour de cassation et au Conseil d'État de manière très très officielle. Et comment dire, le juge était content de les rencontrer en vrai. Et donc il y a vraiment une convergence des vues entre le juge et les ONG. Et je pense que le gouvernement l'avait sous-estimé et les grandes entreprises, c'est pareil. En tout cas, la grande entreprise pétrolière française, c'est pareil. C'est qu'il y a toujours l'arrogance et il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris, en fait. Et de ce point de vue-là, et peut-être c'est un sujet qu'on peut aussi aborder, la question qui se pose pour les avocats, c'est de savoir est-ce que les grands cabinets d'affaires, typiquement, ont compris ou pas. Et je pense que ce n'est pas forcément toujours le cas. Ok, parce que dans la structure du contentieux, ce que vous avez décrit, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est que d'abord, vous analysez la jurisprudence, et dans le système de droit dans lequel on est, la jurisprudence ne vous est pas favorable. Et pour autant, vous vous dites, en réalité, si aujourd'hui elle ne nous est pas favorable, c'est peut-être qu'on n'a pas mis en œuvre un système probatoire
suffisamment convaincant pour arriver à la faire changer. Et ce que je comprends, c'est qu'en réalité, vous mobilisez la connaissance scientifique à votre avantage sur la base de la projection et de la sécurité juridique, en réalité de la loi, pour dire mais tout ça, ça se rejoint, tout ça est un ensemble parfaitement cohérent, et c'est sur la base de cette cohérence que vous menez votre dossier. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est à la fois cette façon de sédimenter une position en disant il y a un effet de cliquet, où à partir du moment où on réunit l'objectif défini par la loi et la connaissance scientifique à un moment donné, eh ben, on arrive à faire une démonstration. Et comment est-ce qu'on arrive de cette démonstration-là à obtenir un changement de position? Parce que ce que tu décrivais très bien, Guillaume, tout à l'heure, c'est aussi les habitudes des juridictions, les habitudes des interlocuteurs. Tu rappelais que le Conseil d'État, c'était marqué dessus, c'est le Conseil de l'État. Pour les moins publicistes d'entre vous, aujourd'hui, le président du Conseil d'État, c'est le Premier ministre. Alors, il n'assume pas sa présidence, bien évidemment, c'est pour ça qu'il y a un vice-président au Conseil d'État, mais c'est encore aujourd'hui l'état de notre droit. Et le Conseil d'État est consulté sur les projets de loi majeurs, et bien évidemment tous les projets réglementaires, mais c'est lui qui rend des avis. Et donc, il est quasiment en double révision à cet instant. Quand on le sollicite en indemnisation, c'est de dire, mais alors finalement, il y a la loi qui a été promulguée, et qu'est-ce qui s'est passé depuis? Et alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est à quel moment vous arrivez à convertir cette cohérence absolue entre la loi et la démarche scientifique avec la capacité à faire changer de vision du côté de la juridiction en changeant l'autorité de bord, en disant c'est plus l'État qui incarne l'autorité, c'est nous qui incarnons l'autorité par la force de notre dossier. Le Conseil d'État, il fait sa propre évolution de son côté, j'allais dire depuis la Seconde Guerre mondiale en fait. Je reviens très longtemps en arrière, le Conseil d'État il sort de la Seconde Guerre mondiale dans un drôle d'État. C'est le cas de le dire. Il y a un tiers des membres du Conseil d'État qui ont un dossier, quand même, dans les sujets d'épuration. Bon. Et le général de Gaulle met à la tête du Conseil d'État un de ses amis, un grand résistant, qui dit on va tourner la page. Et le Conseil d'État, il met un peu de temps quand même à se remettre de cette tâche, tu vois. Et donc, il acquiert des pouvoirs petit à petit et il se débarrasse de son passé pour faire cette mue. Et je crois que le Conseil d'État aujourd'hui n'a pas le même respect pour l'État que le Conseil d'État de 1980. Les membres du Conseil d'État, c'est des gens, en l'espèce de notre âge, hein, pour les cadras, il n'y avait qu'un cas. Donc voilà, c'est des gens de notre âge. Ils ont la même vie que nous. Ils sont en vélo dans Paris. Ils sont écolos à titre personnel, si tu veux. Donc je dirais qu'eux, ils attendent le dossier bien ficelé par des gens comme Clémentine, qui ont vraiment descendu tous les arguments juridiques et qui ont travaillé avec des scientifiques. Parce que, en fait, ce qu'on ne voit pas forcément de l'extérieur, c'est que chez Greenpeace, vous avez une capacité technique sur des sujets écologiques qui est absolument stupéfiante. Enfin, on a travaillé sur des forages en Guyane. Vous sortez François Rosier, il peut vous parler de tout un tas de richesses coralliennes pendant des heures, et le juge est quand même assez bluffé. Moi qui fais, à part ce droit de l'environnement-là, du droit des affaires, hein, aujourd'hui, tu te sens, quand tu présentes une action montée par Greenpeace, avec une expertise Greenpeace ou une expertise Carbone 4, comme il y a eu dans l'affaire du siècle, tu te sens aussi à l'aise qu'en droit de l'AMF avec une expertise Finexi, par exemple, tu vois, pour parler de gens qui travaillent très 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 bien, quoi. Donc il n'y a pas de problème, il y a une conjonction des astres. Okay. Alors, juste pour évoluer un tout petit peu, parce qu'on a parlé de Grande Sainte, et je trouve que Grande Sainte, c'est aussi l'autre versant intéressant du dossier, dont on peut voir à quel point il y a eu une militance qui a été mise en place, il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été développées, et puis il y a aussi eu, de l'autre côté, on en parlait en préparant la table ronde de ce soir et ce débat, il y a aussi eu des procédures bâillons pour empêcher un certain nombre de choses, parce qu'il y a des militants qui ont essayé de porter des idées, et puis il y a aussi eu le déclenchement d'une réponse de l'État, et une réponse de l'État qui est parfois un peu surprenante, qui est la réponse pénale, la réponse du procureur de la République,
Et ça, c'est quelque chose qui, nous, en tant qu'avocats, nous interroge aussi, parce que le thème de cette soirée, c'est de voir comment est-ce qu'on monte un dossier, comment est-ce qu'on arrive à le gagner, mais aussi, pour pas décrire uniquement des situations qui sont purement favorables, dire aussi que ça ne se fait pas à un moment sans un engagement personnel et sans un risque pénal, en l'occurrence à Grande-Synthe, des placements en garde à vue, des déferments et des comparutions devant le tribunal correctionnel. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça et nous raconter ce que vous constatez, ce que vous voyez, et quelle est la solution juridique donnée à ça? Parce que parfois, et c'est très étonnant, dans ce contentieux-là, il y a un maximum de relax. Donc on se rend compte qu'en réalité, c'est des procédures qui sont faites pour neutraliser, mais qui ne sont pas des procédures juridiquement fondées. Est-ce que par Grande-Synthe, vous voulez dire Bure? Oui, c'est ça. Non, mais alors on revient à ce que j'ai un peu oublié de vous dire au début, c'est notre rôle à Greenpeace. On fait à la fois, donc, en tant que juriste, du contentieux stratégique, et ça c'est quelque chose qu'avec ma collègue, qu'elle a initié et qui est développé à Greenpeace depuis 8 ans. Mais c'est vrai qu'avant tout, historiquement, le juridique à Greenpeace, c'est nos avocats pénalistes ou alors nous, en tant que juristes, en lien avec nos avocats qui assureront ce qu'on appelle les risques et la défense. C'est-à-dire que toute personne qui fait une action pour Greenpeace doit connaître le niveau de risque auquel elle s'engage. Voilà, c'est une amende, ça peut être un casier judiciaire, c'est pas exactement pareil. Et puis derrière, il y a la défense pénale qui est assurée. Et donc nous, effectivement, on garantit à toute personne qui s'engage avec Greenpeace un avocat et un suivi de procédure du moment où on est emmené en garde à vue jusqu'à la relaxe, puisque évidemment, on obtient très souvent, sauf face à EDF, des relaxes. Et là, effectivement, alors Bure, c'est pas le dossier que je connais le mieux, mais c'est quand même assez illustratif de ce qui se passe en France, disons depuis 6 ans, si vous me suivez. En fait, on a constaté... Non, mais Et quelque chose en marche, peut-être. Il y a une répression. Oui. Mais donc, il y a une pensée. Si une répression, la répression, elle ne vient pas d'elle-même, on est bien d'accord. Donc, c'est qu'il y a le développement au niveau de l'État d'une pensée à cet égard. En fait, ça part, si vous voulez, c'est comme toujours dans les phénomènes comme ça, un peu insidieux de répression des libertés civiles et politiques. C'est-à-dire qu'au début, c'est un phénomène qui est un peu sourd. Il y a la crise des Gilets jaunes. On sent que chez nous, ça bouge un petit peu aussi. Il y a la fameuse cellule Déméter qui a été créée en France aussi, qui est une cellule chargée de surveiller les personnes qui s'intéressent à l'agriculture et qui sont susceptibles de faire des actions sur les agriculteurs. Alors donc, soi-disant, en fait, pour aller chercher les personnes qui font des actions violentes, L214 selon le gouvernement, et puis en fait, ça se retourne. On a des dossiers avec des associations locales de riverains ou d'experts locaux qui se retrouvent convoqués à la police parce qu'on les a vus tourner autour d'un champ où il y a potentiellement des pollutions. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des phénomènes un peu sourds comme ça qu'on sent, qui sont remontés au niveau national par les groupes locaux, par les associations partenaires. Et puis, on entend parler d'une ou deux enquêtes préliminaires qui sont ouvertes sur des actions d'affichage local, par exemple. C'est-à-dire qu'on a très souvent des militants qui vont faire coller des affiches, alors avec en plus de la colle à l'eau qui s'en va très bien. Et on a un dossier, l'exemple que je trouve le plus incroyable, c'est-à-dire que j'ai un militant qui s'est retrouvé en procès pour une affiche collée au scotch sur une permanence de député, mais pas sur la permanence, sur la grille devant la permanence du député. Et notre militant, comment il a été retrouvé par la police, c'est qu'ils ont fait une prise d'empreinte sur l'affiche collée sur la grille. Non mais c'est-à-dire qu'il faut se dire les directives du parquet sur un dossier comme ça. On a 15 militants un matin qui vont coller 15 affiches qui s'en vont avec un bout de... je sais pas moi, avec un doigt, et on a une enquête préliminaire, des recherches ADN, des recherches, on a des fadettes, en fait vous avez la totale. On va faire le bilan carbone du parquet un jour. Comment ? On va faire le bilan carbone du parquet un jour. Voilà, exactement, et puis vous avez un parquet, et puis vous avez un juge qui relaxe au nom de l'atteinte disproportionnée à la liberté d'expression, évidemment. Et si vous voulez, ça c'est un
phénomène parmi d'autres. On a eu ensuite toute la crise Covid avec... alors là, on avait des amendes qui pleuvaient dans tous les sens. Nous, on a lancé avec mes collègues Laura Monnier à peu près 4 contestations de 4 séries d'amendes différentes parce que la plupart du temps, en réalité, les amendes étaient données sur des mauvais fondements. On ne conteste pas des amendes qui sont légitimes quand on les reçoit. Et puis on a aussi maintenant des sanctions automatiques qui sont assez qu'on trouve assez aberrantes nous dans les procès face à EDF quand on a des intrusions, donc on est poursuivi par le parquet, ça on s'en défend, je veux dire, on ne trouve pas ça anormal, hein. On sait très bien qu'on commet un acte illégal quand on fait de la désobéissance civile comme ça, que la poursuite, le procès c'est une chose. Mais maintenant, on a 50 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral qui sont automatiquement attribués à EDF. 50 000 € par procès. Et là, on a un autre procès où on a été condamné à peu près 1 million d'euros. Quand tu dis 50 000 €, c'est pas de l'amende. Non, c'est les dommages et C'est intérêts. des dommages et intérêts parce que l'amende, elle est normalement proportionnée à la fois Oui. la commission d'infraction et aux ressources. Les amendes c'est pas le cas, donc toujours très faibles. on sent bien qu'il y a le caractère bâillant parce que sur les dommages et intérêts, c'est laissé à la pleine latitude du magistrat qui décide absolument ce qu'il veut, et donc c'est vraiment pour avoir un effet de contrainte. Oui. Donc EDF demande 500 000, ils obtiennent 50 000. Et donc, on a effectivement ce phénomène qui s'accentue. Et malheureusement, en fait, au début, c'est illustré d'un point de vue judiciaire, répressif, constaté progressivement. Et puis, en fait, une information après l'autre, il y a une confirmation d'un climat clairement avec des demandes de parquet d'aller vraiment jusqu'au bout, de ne pas lâcher les dossiers, même quand on obtient des annulations, même quand ils savent qu'au bout, il y a une relaxe qui va tomber. Et en parallèle, et les deux sont évidemment liés, on a un gouvernement qui fait des projets de loi qui sont validés par la majorité à l'Assemblée, tels que le projet de loi... je ne sais jamais le titre exact puisqu'il a changé entre-temps, mais séparatisme, qui donc vient créer, pour exemple, un contrat d'engagement républicain auquel on devrait se soumettre et qui viendrait conditionner, par exemple pour Greenpeace, l'obtention de notre agrément pour agir en justice. Sauf que ce contrat républicain, en réalité, il est laissé à la libre interprétation du ministère de l'Intérieur, notamment sur la notion de tout ce qui pourrait représenter un non-respect de l'ordre public auquel on s'engagerait en signant ce contrat républicain. Donc nous, on ne se défend pas uniquement, c'est ça que je voulais dire, on ne se défend pas uniquement en défense pénale, on le fait, on va jusqu'au bout, on obtient les relaxes, on soulève la liberté d'expression, on soulève l'état de nécessité quand on estime que c'est justifié. Mais par ailleurs, on conteste aussi en justice, là en l'occurrence, le décret qui a fait valider, qui a publié ce contrat républicain. Et donc, nous, à Greenpeace, on a emmené 20 structures et on est représenté par Clément Capdebos dans ce dossier. Et on conteste évidemment ces tentatives d'amenuiser progressivement les marges qu'on a en termes de liberté associative en France. Clémentine, sur à la fois les procédures bâillons et ce dont on a pu parler jusque-là, c'est-à-dire que le fait de concevoir à la fois la militance, la défense de l'environnement et des enjeux climatiques, aussi comme une défense des libertés publiques, qui est en réalité un autre volet, un autre pan, qu'on n'a pas toujours considéré comme tel, et qui devient de plus en plus évident aujourd'hui pour un certain nombre de juristes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu vis toi au quotidien et comment tu le conçois? Oui. Alors sur les procédures bâillons et la répression croissante des activismes écologiques, ça, toi tu le vis au quotidien et on le voit et on le voit de plus en plus même, par exemple sur Sainte-Soline. Et on est parfois dans des situations un peu schizophréniques dans lesquelles à la fois la société civile, les ONG sont celles qui vont faire appliquer le droit
et obtiennent, et donc montent des dossiers rigoureux et obtiennent des condamnations, alors soit de l'État, soit de projets, etc. Et à la fois, il y a cette tentative justement de les empêcher d'agir en utilisant le droit. Donc c'est vraiment très, très problématique, très dangereux. Et ça rejoint ta deuxième observation sur les libertés publiques. Aujourd'hui, donc on a tout un nombre de procédures qui sont pendantes devant les cours de droits de l'homme, que ce soit en Europe, mais aussi ailleurs, qui font de plus en plus le lien sur le fait que le droit à un environnement sain ou l'obligation positive des États à lutter contre le changement climatique est pas une partie intégrante du droit à la vie et du droit à la vie privée familiale. Enfin, c'est pas encore reconnu de manière. On va voir ce que va juger la CEDH dans les cas qui sont pendants et qui devraient intervenir en 2024, mais on a de plus en plus d'avis de cour. Donc c'est dans le sens du temps. Donc cette liberté fondamentale qui est ce droit à vivre dans un environnement sain, le droit à avoir un État qui prend des mesures pour lutter contre cette menace existentielle qu'est le changement climatique, est tellement importante que, il faut permettre à la société civile qui les défend de pouvoir agir, y compris via la désobéissance civile. Et là, et aussi nous, en tant qu'avocats, et ça, on en a parlé, on a cette historique de défense collective via les barreaux des libertés fondamentales. Et il faudrait commencer à s'intéresser aussi à la protection de l'environnement, aussi sous cet angle-là, sous l'angle du fait que c'est quelque chose tellement fondamental qu'il faut, en tant qu'ordre, en tant que barreau qui s'est toujours battu contre la répression des libertés, que ce soit en France ou ailleurs, s'intéresser à ce côté systémique de ce qui est en train de se passer, de ce glissement, et peut-être s'exprimer sur la question. Je pense que c'est important pour le futur bâtonnier, la future bâtonnière, de réfléchir à ces questions. Notamment quand il y a des avocats, comme c'était le cas d'Étienne Ambroselli, qui ont subi des perquisitions de leur domicile, je crois, saisie de leur téléphone portable, garde à vue. On n'a pas entendu le barreau de Paris à l'époque. On l'entend toujours pas. Je le dis pas trop fort. Si je peux rebondir juste là-dessus, un des aspects dont on discutait un peu avec Clémentine et Guillaume tout à l'heure, qui est assez intéressant, je pense, pour le barreau de Paris et pour les avocats en règle générale, c'est que côté anglo-saxon, côté États-Unis, on a quand même eu beaucoup de positions fortes, des tribunes même, qui ont été signées par un peu le top 10 des avocats de la place de Wall Street et de Londres, donc aussi vraiment des cabinets d'affaires, des grands cabinets affairistes, pénalistes, qui ont pris publiquement la parole en disant « Nous ne mettrons pas au service des entreprises qui souhaitent poursuivre les activistes climatiques, qui utilisent la désobéissance non violente. » Et ça me permet de juste rebondir sur le fait que nous, à Greenpeace, on a été assignés par Total Energy il y a un mois, donc c'est un peu notre première poursuite Bayon aussi, disons, aussi symbolique. Et c'est vrai que derrière, on peut interroger le choix d'un cabinet, le choix éthique de s'engager aujourd'hui, en 2023, à 7 ans de 2030, dans une lutte juridique contre Greenpeace sur la question de la véracité du bilan carbone d'une entreprise qui s'appelle Total Energy. Voilà, je trouve que ça peut interroger sur la place de l'avocat dans ce sens-là. Et je trouverais ça très fort qu'il y ait des prises de position similaires en France de grands cabinets, de grands pénalistes, d'avocats, qui disent effectivement, en fait, on est à un moment où on sait très bien que la désobéissance non violente, le débat d'intérêt général, la publication de rapports, la publication d'articles, en réalité, participent du débat public, que c'est une liberté publique que garantit aujourd'hui notre démocratie que la liberté d'expression, et donc on s'engage à ne pas l'abîmer, en fait, davantage. Je voudrais vraiment insister sur ce que vient de dire Clara, parce qu'aujourd'hui, je pense que, surtout pour une personne un peu loin de ces enjeux-là, en lien avec la justice en tout cas, ça apparaît encore trop comme quelque chose de niche.
Quand on parle de la justice, voilà, pour les gens voilà, qui ne suivent pas forcément ces questions au quotidien, effectivement, d'avoir des prises de position fortes d'institutions, parce qu'il y a ce qui va être vu, voilà, si le barreau de Paris se prononce, après, ça fait discuter dans un certain nombre de cercles, y compris au plus haut niveau, en disant que ce n'est pas quelque chose qu'on aurait l'habitude de voir, mais aussi de prise de parole de certains nombres de ténors, comme quand il y a une affaire voilà, pénale majeure, il va y avoir des grands ténors qui y vont. Et je pense que sur certains cas comme ça, ce serait... parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment ce côté... je pense qu'il y a une volonté de l'État aussi de faire des activistes du climat, des militants... vraiment irresponsables, violents, qui sont... Voilà. Et donc, en fait, pour essayer de ramener... voilà, un certain nombre, enfin une partie du public, enfin de les monter contre ces activistes. Et donc je pense que c'est vraiment le rôle aussi des avocats par rapport aux questions de ces libertés publiques. D'emploi disproportionné de la force. Il y a vraiment des choses à challenger. Moi, je me rappelle les grandes manifestations climat en 2018 ou en 2019. De me retrouver nassée enceinte et de me dire mais on est en France, c'est délirant, on est une manifestation climat quand même familiale, il y a des poussettes et je trouve que ça a manqué effectivement de paroles, de se dire et je pense que justement parce que ça c'est peut-être fait de manière je suis pas du tout dans le complotisme évidemment, mais déjà c'est des petites choses qui se font en fait au fur et à mesure et je pense que c'est voilà, je pense que c'est un vrai sujet aujourd'hui. Et un autre cas qui a fait beaucoup parler ces dernières années, c'est les décrocheurs de portraits. Je sais pas si vous êtes tous familiers de ça, c'est des activistes, alors là vraiment dans la non-violence totale, des activistes qui sont rentrés dans des mairies, qui ont décroché le portrait d'Emmanuel Macron et qui l'ont emmené. Et après, on peut voir ces portraits fleurir sur certaines zones de lutte, en général à l'envers, pour montrer que voilà, c'est l'action climatique est insuffisante de ce gouvernement. Et là, c'est pareil, il y a eu un certain nombre de procès d'activistes, avec aussi parfois des relax, notamment à Lyon. Ce que je vérifiais, c'est les termes exacts qui justifiaient la relaxe par l'état de nécessité, à cause notamment de cette urgence climatique, et un motif légitime. Et donc je pense que c'est, voilà, quand on est, voilà, surtout pour des actions qui sont, et c'est ce que prône la quasi-totalité des militants de la non-violence, il y a vraiment un sujet aujourd'hui, et ça rejoint aussi ce que disait Guillaume tout à l'heure sur, peut-être qu'on y reviendra, sur ce que peuvent faire des grands cabinets d'avocats, dire mais oui, nous c'est des sujets, l'environnement, etc., on y croit, et en fait c'est comme quand on regarde les publicités à la télévision, tout est vert et on ne sait plus en fait quelle est la réalité, une espèce de monde parallèle, finalement de quoi on se plaint. Tout est beau, tout est vert, tout est durable, etc. Et donc je pense que, comme tout secteur de la société, les avocats, les avocates ont un rôle aussi à jouer, aussi parce qu'on est dans des rapports de force et donc, il y a des connexions qui existent, qui peuvent faire basculer les choses pour peut-être des personnes de plus bonne volonté, mais qui sont juste voilà, empêtrées dans des manières de voir les choses et qui pourraient, en fait, avec des bons arguments, être convaincus. Alors, juste à ce stade, on a eu 3 temps depuis qu'on a commencé ce débat. On a eu le temps de la justice qui élève et la justice qui consacre le droit. Et puis un deuxième temps de la justice qui opprime et qui interdit l'action. Et donc en réalité une justice un peu contradictoire dans ses objectifs. On voit qu'on a une pensée de l'État qui ne respecte pas la loi, qui ne respecte pas la volonté commune. Et qui pour autant, tu nous parlais de la cellule Déméter tout à l'heure, met en place des techniques de surveillance et des techniques de poursuite qui sont des techniques que l'on pourrait comparer à un système d'oppression et un système de contrôle généralisé qui est très inquiétant. Alors, ça peut générer en effet une forme d'angoisse, mais ça peut aussi générer une forme d'espoir en disant, mais à la fin des fins, qui sont les défenseurs des objectifs vertueux? Ce sont bien évidemment d'abord les ONG qui s'emparent finalement d'une question, et le terme même notre affaire à tous, c'est une question quasiment d'ordre public, environnemental,
qui est défendu non pas par le représentant de la pensée générale, le parquet ou l'État, mais défendu par des organismes non gouvernementaux, mais privés, individuels. Et donc c'est en ça qu'il y a quelque chose de tout à fait novateur dans ce système. Et puis par des avocats dont on voit qu'au cœur de leur action se situe leur valeur. Parce qu'on voit bien qu'il y a une polysémie totale dans l'intervention de l'avocat. Il y a l'avocat qui peut venir, comme on le disait tout à l'heure, défendre des ONG, et puis celui qui peut conduire des procédures bâillons. Alors, peut-être que ça peut être le deuxième temps de cette soirée, c'est de dire, finalement, qu'est-ce qu'on recherche derrière l'avocat, qu'est-ce qu'on recherche derrière l'action juridique, et qu'est-ce qu'on peut préconiser en termes d'activité des avocats, parce qu'on a bien évidemment une capacité juridique en tant qu'avocat, mais pas uniquement, parce qu'un cabinet d'avocats, c'est d'abord des valeurs, ce sont des équipes, et puis aussi c'est une responsabilité individuelle et personnelle. Comment est-ce que nous, on évalue notre capacité d'action en tant que cabinet? Est-ce qu'on se soumet aussi à un certain nombre de contraintes? En qualité d'ordre, qu'est-ce qu'on prévoit? Est-ce qu'on fait un bilan carbone de l'ordre? Est-ce qu'on a une commission environnementale? Est-ce qu'on dote avec des fonds, des actions juridiques? Est-ce qu'on crée des défenses massives en matière environnementale comme on a pu le faire en matière de défense des retraites? Est-ce qu'on a des permanents spécialisés pour établir une bible du droit applicable et raffiner ces questions-là au bénéfice des confrères pour qu'ils puissent agir au quotidien dans les prétoires? Voilà, c'est les questions qu'on peut se poser aujourd'hui. C'est la place d'un ordre d'avocats, la place des cabinets d'avocats, la place de l'avocat dans l'ensemble de ces problématiques-là. Et puisque vous en avez cette expérience, moi j'aimerais que vous me disiez un peu ce que vous en pensez et comment vous voyez un système vertueux, j'aime pas dire idéal, parce qu'idéal, l'idéal donne l'idée un peu de l'inaccessible, alors qu'on essaye de chercher des solutions extrêmement concrètes, parce que vous nous avez démontré que par vos actions, vous avez toujours réussi à faire rencontrer la volonté et le caractère concret de la réalisation. Je parlais tout le temps. Alors, je trouve que c'est une question passionnante, vraiment, et pas évidente pour l'avocat, parce que l'avocat, aujourd'hui, surtout à Paris, est souvent spécialisé, donc il ne se sent pas forcément concerné. Moi, quand je faisais du droit de la concurrence, j'étais super experte du droit de la concurrence, et il y avait des clients qui venaient me voir pour aller faire une notification de concentration, et j'étais très contente, et je ne me posais pas la question de qui était... à peine de qui était le client, pourquoi je le faisais, quel était l'impact global, etc. Et c'est dommage. Et j'ai beaucoup gagné à me la poser, cette question, parce que ça... Quelle que soit la pratique, vous pouvez faire du droit fiscal, du droit de l'immobilier, il y a un moment où votre action en tant qu'avocat, elle s'inscrit dans un système global. Si vous faites de l'optimisation fiscale, ça aura un impact sur les finances publiques. Si vous faites du droit public et que vous attaquez certaines normes d'intérêt général, ça aura un impact sur... Et donc je pense que d'abord, il faut se la poser, cette question. Avant même, alors bien entendu, je ne parle pas pour moi, c'est presque du détail, mais bien sûr que l'avocat doit se poser la question de son chauffage, de ses déchets, de l'avion, de ses déplacements, etc. Mais ça, toute société aujourd'hui doit le faire, donc ça c'est quasi obligatoire. Donc bon, faut le faire. Et ça permet d'avoir une première prise de conscience, et de toute façon les collaborateurs vous le demandent. Mais au-delà de se poser cette question sur quel est l'impact, et donc ça peut amener à des questions de est-ce que je veux faire ce procès contre un militant, est-ce que se rappeler aussi son serment d'avocat, d'exercer avec conscience, avec probité, avec humanité. Donc c'est quand même, on a beau être avocat d'affaires, c'est des valeurs cardinales. Donc oui, tout le monde peut être défendu. Oui, si c'est légal, il faut le faire. Mais parfois, quand on tombe pas dans la défense, mais dans un côté un peu volontaire d'aller lancer quelques actions qui peuvent avoir un impact, même pas sur l'environnement, démocratique, qui peuvent affaiblir les structures démocratiques. Je pense qu'il faut se rappeler ces concepts. Et après, bien sûr, on peut s'engager et faire comme nous, du contentieux stratégique, en se disant le droit est un levier, et en plus, on va aller pallier les déficiences de l'administration sur certains sujets et l'utiliser. Mais avant même tout ça, je pense qu'il y a toute cette démarche que peut faire n'importe quel avocat dans n'importe quelle matière, s'engager dans l'ordre, etc. Et je pense qu'on y gagne tous, parce qu'effectivement, on est tellement pris par la technique, par le côté conservateur et par ce côté la sécurité juridique, que souvent des avocats
qui se voient neutres et qui, moi, me voient activiste, se rendent pas compte qu'eux, ils sont activistes du statu quo. Très, très profondément, et que ça se trouve, je suis peut-être plus neutre, puisque finalement, on met en œuvre des lois. Enfin, c'est-à-dire que moi-même, je ne suis pas activiste, il est vrai que... Mais j'ai un objectif dans les actions que je prends. Et je le vois quand parfois les avocats font du plaidoyer aussi, puisqu'on rédige... Enfin, quand là, en ce moment... ça peut arriver d'être dans des comités, comme tout est très technique, notamment le droit européen, etc. Très souvent, on fait appel à des avocats d'affaires, et sans même qu'on leur demande, ils prennent une position très souvent qui est celle que le client leur aurait demandé, enfin très pro-entreprise. Je ne dis pas que sur certains sujets, enfin, on n'est pas manichéen, sur certains sujets, effectivement, il faut être modéré, mais il faut se poser cette question de dire est-ce que je le fais en toute indépendance ou est-ce que vraiment, où s'inscrit ma pratique? Deux observations. Je pense qu'il y a, dans les professions réglementées, il y a un sujet sur la place de la morale et de l'éthique. Et souvent, quand les professions ont des déontologies qui sont très écrites, très codifiées, l'opérateur de la profession réglementée, je pense, il y a le droit, il y a la médecine, il y a plein de professions réglementées, va penser que voilà, la case est cochée et qu'il n'a plus de questions à se poser. Et on le voit, mais par exemple, on le voit dans plein de domaines. On le voit en banque, par exemple. En banque, et la compliance est d'accord avec le produit qu'on a fait. Bon, on va voler les économies de la grand-mère, mais c'est bon, l'AMF va rien dire. Mais quand même, on sait qu'on va voler les économies de la grand-mère. Mais simplement, comme il y a tellement de paperasse et d'écrits, les gens ont coché la case. Donc ils ont plus de sens moral. Peut-être une différence, moi je ne connais pas bien le système anglo-américain que tu décrivais, Clara, mais peut-être que dans le système anglo-américain, il y a peut-être moins de paperasse et peut-être plus de valeurs structurantes, de droits de common law qui vont peut-être être un peu moins écrites et qui du coup vont pousser à se poser plus ce type de questions de manière authentique sur des opérations un peu inédites. Donc en tout cas, il y a un sujet sur la place de la déontologie, tu vois, la déontologie qui préempte le sujet moral, le sujet éthique. La case est cochée, et donc plus personne ne se pose la question. Ça, c'est la première observation. La seconde observation, c'est que aujourd'hui, il y a une très forte pression on a parlé, Clémentine, des collaborateurs, en fait. C'est-à-dire que moi, je vois quand je vais dans un dossier d'AMF dans une grande banque à Paris, on me pose des questions sur l'affaire du siècle. Ils ne me posent pas des questions sur... le small talk avant le dossier, c'est sur l'affaire du siècle. Parce qu'en fait, le banquier, il est écolo, lui. Enfin, à titre personnel, je veux dire. Et donc, et spécialement le jeune. Et quand tu vas dans un cabinet d'avocats anglo-saxons à Paris, les jeunes collaborateurs, ils me posent des questions là-dessus. Ils ne me posent pas des questions sur le dossier. Tu vois. Et donc, ils ont une très forte sensibilité à ça. Alors, je sais que les cabinets anglo-saxons, dans leur monde anglo-saxon, ont beaucoup formalisé les choses. C'est-à-dire qu'ils ont fait des études, ils ont repéré que les jeunes diplômés des meilleures écoles de droit étaient très sensibles justement à qui étaient les clients du cabinet et est-ce que justement il y avait cette fameuse éthique dans le cabinet ou pas. Et beaucoup plus que sur les questions, par exemple, de genre et d'inclusion. Alors peut-être parce qu'ils considèrent que le genre et l'inclusion c'est acquis, donc il n'y a peut-être même pas à se poser la question, tu vas, que ce soit chez Linklater ou chez, je sais pas quoi, White & Case, tu as des chartes là-dessus qui sont très très précises, donc c'est même plus un sujet. Mais c'est pas, en revanche, ils sont très très sensibles à ces questions-là, les jeunes collaborateurs. Et puis, ils ont des... Donc en fait, s'ils veulent qu'on continue à travailler pour eux, il faut qu'ils aient une politique là-dessus qui soit claire. Et en fait, moi, je trouve qu'au niveau des juristes, on voit se développer aujourd'hui le même phénomène qu'on a vu peut-être dans les années 90-2000, où les grandes entreprises de tabac avaient beaucoup de mal à recruter, des juristes et des avocats. Aujourd'hui, sur les entreprises qui ont une image très polluante, on sait qu'elles ont du mal à recruter, et elles le disent. Parce que plus personne ne veut travailler pour cette entreprise-là, en fait. C'est vraiment... Les gens ont l'impression de travailler pour le diable, tu vois. Et donc, ça force, je pense, les cabinets à bouger beaucoup. Alors, dans les cabinets anglo-saxons, on avait repéré en préparant cette petite conférence en tout cas au niveau mondial, ils ont des climate change practice. Alors, dedans, ils mettent des choses variées. Il y a un petit peu de greenwashing quand même. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous défendez la grande entreprise qui a reçu son assignation de Greenpeace, Climate Earth, des Amis de la Terre, sur le manquement au devoir de vigilance,
ils considèrent qu'ils ont agi pour le Climate Change Practice parce que ils ont fait prendre conscience à leurs clients que quand même la situation était grave. Voilà. Donc, bon, alors, tout le monde n'est pas dupe de ce... Voilà, mais ils prétendent faire... Ils ont vraiment une pratique, comme ils disent, des départements qui sont structurés autour de ça. Bon, il en sort sûrement des choses bonnes, comme des choses un petit peu plus contestables, mais c'est quelque chose qui est très formalisé. En France, il y a des cabinets qui affichent aussi ça. Je ne sais pas si les plus gros cabinets français, dont on peut citer les noms, je ne sais pas si Gide, Jantet est peut-être un des plus gros maintenant, mais voilà, est-ce qu'ils ont ça? Je ne suis pas sûr. En tout cas, pas sur leur site, pas encore. Il semble que non. Mais j'ai vu par exemple que Vigo avait ça. Il y a quelqu'un de Vigo qui a contribué à l'action climatique. Enfin, il y en a d'autres qui ont ça. Mais c'est encore un petit peu rare. C'est qu'en fait, ce que le gouvernement feint de ne pas comprendre, peut-être, et qui, à mon avis, est un peu une posture, et c'est cette volonté de polariser les gens, d'antagoniser les gens, c'est que, en fait, tout ça, c'est très poreux. C'est-à-dire que l'enfant de ministre, il va faire la marche pour le climat. Donc tout ça, c'est complètement poreux. Moi, j'avais l'exemple du directeur juridique d'une grande banque française, dont la femme était cheville ouvrière chez Sherpa. Donc c'est complètement poreux, ce truc-là. Il n'y a pas d'un côté les gens qui sont... hyper à droite, hyper anti-écolo, pollueurs, machin, et qui ricanent en faisant leur barbecue et en se grattant le ventre, pour rester poli. Et de l'autre côté, les babacools qui se parlent contre eux et qui se reproduisent entre eux dans des ZAD. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est complètement poreux. Mais si c'est poreux, ça signifie peut-être aussi qu'il y a une voie de progression assez commune, parce que finalement, il y a beaucoup de postures, mais il y a une pensée généralisée qui se rejoint quand même globalement aujourd'hui et sur laquelle on peut arriver à construire un chemin, un sillon. Il y avait deux choses que je trouvais très intéressantes dans ce que vous avez précisé, Clémentine et toi. C'est d'abord l'engagement selon lequel peut-être que la défense de l'environnement aujourd'hui, ça pourrait être intégré à notre serment, dans l'un des principes essentiels. Parce que, évidemment, si c'est notre affaire à tous, si on a une obligation à la fois de modération, de délicatesse, d'examen en réalité de notre propre conscience dans la conduite de nos procédures, est-ce que finalement la défense des intérêts supérieurs, la défense des intérêts communs ne rentre pas d'une part dans notre serment? Est-ce que ça ne fait pas partie de notre déontologie de fait, d'une part, et d'autre part, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à transmettre l'idée selon laquelle il faut qu'un cabinet arrive à se positionner au plan des valeurs, parce que vous avez tous décrit votre parcours, et c'est en ça que je trouve ça très intéressant. Vous avez tous décrit ce moment de bascule où vous vous êtes dit, je pourrais faire ça dans ma vie. Clémentine, tu as raconté à quel moment tu t'étais dit, c'est très bien, mais je vais arrêter de faire ça. Toi, tu racontais, Guillaume, tout à l'heure, à quel moment on était venu te chercher pour faire un recours CEDH, parce que voilà, tu étais le privatiste et qu'il fallait bien à un moment que tu te colles au droit public. Tu nous as raconté comment tu avais été à la fois formé au droit et puis tu avais développé cette conscience-là. Toi, Clara, tu nous as expliqué à quel point tu t'ennuyais en France avec les études traditionnelles et à quel point tu as découvert totalement autre chose et une autre approche. Et c'est cette autre approche qui a fait cette détermination et cette conscience aiguë. De quelle façon est-ce que vous voyez les valeurs au sein d'un cabinet d'avocats, la place des valeurs? Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, c'est devenu totalement cardinal. On a aujourd'hui, dans les organisations de cabinets, la possibilité de stipuler dans les statuts, de faire une entreprise à mission et de dire, moi, je me donne comme mission aujourd'hui d'avoir un certain nombre d'objectifs et peut-être de dire à l'ensemble des confrères, c'est quelque chose de très vertueux qu'on peut vendre aussi aux clients, cette mission. Le fait de dire, regardez, je vais m'engager, moi, en tant que cabinet d'avocat, dans cette mission-là, parce que ça fait quasiment partie d'une démarche RSE aujourd'hui, sur lesquelles, quand on veut soumissionner à un marché public, on est contrôlé, par exemple. Clara, je sentais que tu... Non, mais moi, je ne peux pas faire de conseils en greenwashing. Donc, je ne veux pas me prononcer sur la manière dont les grands cabinets d'avocats doivent se positionner. Je pense que c'est pas ma place. Et voilà, mais je suis juriste, j'ai pas de pratique d'avocat. Mais
En revanche, il y a ce premier point que j'avais évoqué tout à l'heure, qui était que voilà, il peut y avoir des engagements concrets de cabinets et d'avocats à dire on ne fera pas ça. Ça, c'est déjà, au moins, c'est ferme. C'est de l'engagement volontaire ferme. Et ensuite, je trouve que dans ce que vous disiez, il y avait quelque chose qui m'a toujours un peu fascinée. C'est pas que je m'ennuyais dans mes études de droit, c'est que j'étais militante féministe et que je comprenais pas pourquoi on nous apprenait que le droit était une fiction, mais on nous expliquait pas comment faire bouger cette fiction. Et qu'en fait, on nous baigne dans le statu quo. Quand on fait des études de droit en France, ça a changé un peu depuis. Je suis pas très vieille, mais c'était quand même il y a un peu plus de 10 ans. Ça a un peu changé. Maintenant, il y a des masters qui permettent un peu d'aller questionner. À l'époque, déjà, je pense qu'en procédure en défense pénale, c'était un peu mieux. Mais bon, si on fait un cursus général, et puis moi, j'étais en droit international économique, on est baigné dans le statu quo. Et les cabinets d'avocats aujourd'hui et les juristes d'une manière générale sont effectivement, et ça a tout à voir avec la question de la morale, et de la question de comment on se représente cette fiction qu'est le droit tel qu'il existe aujourd'hui, et à quel moment on a arrêté de penser et de se rendre compte que le droit était politique, et que toute notre fiscalité, toute notre économie, toutes nos relations économiques aujourd'hui sont fondamentalement politiques, que évidemment que si je fais de l'optimisation fiscale, je participe d'un système éminemment politique, éminemment injuste. Et je fais ce choix. Et en fait, aujourd'hui, ces gens font ce choix, mais pas en pleine conscience. Ils font ce choix en pensant que eux, ce qu'ils font, c'est normal. Et que ça s'inscrit dans une forme de neutralité politique. Ce qui n'est absolument pas le cas. Et c'est vrai que d'un point de vue, en tant que juriste, en fait, je suis toujours très surprise de la dépolitisation qu'on a aujourd'hui. Et le problème, vous disiez que peuvent faire les avocats. Moi, je pense que la question, c'est que peuvent faire les universités. Alors maintenant, il y a peut-être des choses à corriger au niveau des avocats, mais on a quand même un problème au niveau de la formation des juristes aujourd'hui en France. Et certes, si on est très assidu à ces cours d'histoire du droit, et que si, avec un peu de chance, on a de l'épistémologie, moi j'ai fait une double licence droit à sciences politiques, c'était génial, parce qu'on avait quand même quelques cours de sciences politiques qui venaient nous pousser à réfléchir, à questionner de l'épistémologie, mais autrement, on a quand même un problème de perception. Et tout à l'heure, tu parlais de la déférence vis-à-vis de l'État. Et pour moi, tout rentre dans cet enjeu-là. Et je pense qu'un bon juriste, et tous les grands juristes quand même qui ont publié des choses au dernier siècle, étaient capables d'esprit critique. Étaient capables d'esprit critique vis-à-vis, évidemment, de l'État, de son pouvoir et de la façon dont les lois sont faites ou qu'elles peuvent être changées. Sur le rôle des avocats, il y a juste ça me permet d'ajouter un sujet qui est la question du conflit d'intérêts. Et tout à l'heure, on parlait du Conseil d'État. Quand même une institution qui est très lourde, qui est imbibée, pareil, qui est un milieu de passage, qui est un lieu de passage, et qui est un lieu où on sait qu'il y a beaucoup de va et de vient entre la fonction de conseiller d'État et la fonction privée. Alors, chacun peut avoir son avis sur la question de ces passages, ce pantouflage, etc. C'est autorisé, c'est totalement légal, mais il y a quand même encore aujourd'hui une problématique, et je pense un manque de conscience, notamment dans les milieux d'avocats et affairistes notamment, de la notion de conflit d'intérêts et de ce qu'il est autorisé ou pas de faire. Et je vais donner un exemple, je ne vais pas forcément le nommer, d'un avocat. L'information est sortie publiquement. Les abonnés du Canard enchaîné pourront... Voilà, vous avez l'article du Canard enchaîné d'un avocat, ancien conseiller d'État, qui s'est retrouvé désigné par Total Énergie dans un dossier qui était confié à Maître Hanotin, et que nous suivions, parce que c'était dans une affaire qui nous oppose, nous, à Patrick Pouyanné, spécifiquement sur le dossier Polytechnique, dont je parlais plus tard si on a le temps. Et en parallèle de ce dossier que nous, on avait contre Patrick Pouyanné, qui était une plainte qui a donné lieu à une ouverture d'enquête par le parquet national financier, il y avait des procédures administratives qui étaient lancées, dans lesquelles l'association d'étudiants à l'initiative de ces actions était représentée par Maître Hanotin. L'avocat
nommé par Total Energy, se trouve être un ancien conseiller d'État, qui par ailleurs a siégé dans le cadre d'une décision qui a été prise et qui concernait Total Energy en tant que parti au Conseil d'État dans les 3 années qui précédaient ses nouvelles fonctions d'avocat. Or, la HATVP, puisqu'il a demandé l'avis de la HATVP sur sa transition de conseiller d'État à avocat, a écrit noir sur blanc, vous n'avez pas le droit Forcément, il pouvait pas de représenter un client qui a été partie dans l'un des dossiers où vous avez siégé ces 3 dernières années. Et donc nous, on a fait un signalement à la HATVP, un signalement au parquet, la mention par le cabinet de Maître Hanotin que, évidemment, il semblait qu'il y avait un petit problème qui signalé à la juridiction administrative, et l'avocat n'a plus signé les futures conclusions. Mais en fait, c'est... Et un signalement à l'ordre, c'est ce que j'allais dire aussi. Signalement bâtonnier. Et sachant que tout ça, on l'a pas fait. Tout ça, c'est parce que d'abord, j'ai un collaborateur, Rémi Bonnefond, mon bras droit en droit public, qui est un vrai fouille-merde. D'immense qualité. C'est un compliment que je lui Absolument. fais. Rémi, si tu nous écoutes. Ouais. Et donc Rémi m'a dit, je vais quand même sortir l'avis de la haute autorité. Parce qu'on ne sait jamais. Il était étonné, enfin on était un peu surpris que ce Conseil d'État, il était parti du Conseil d'État, mais même, enfin c'était de l'ordre de la semaine. Enfin c'était extrêmement, c'était tout chaud quoi. Et donc on s'est dit c'est quand même bizarre. Il a sorti l'avis de la HATVP. On a vu cette histoire qu'il n'avait pas le droit d'occuper pour un client dont il avait connu une affaire dans les 3 ans précédentes. Il se trouve qu'on savait, ou Clara savait, ou Laura savait, enfin Greenpeace savait, qu'il y avait eu un sujet impliquant Total qui était passé devant 7 chambres, et sachant que sur les J-France, vous n'avez pas le nom des assesseurs. Il était assesseur, il n'était pas président de chambre au Conseil d'État. Et donc c'est juste parce qu'on était, enfin je dis on, c'est nous, Greenpeace, je ne sais plus, dans l'affaire, qu'on avait le souvenir qu'il était là. Mais donc c'était un coup de malchance pour lui, un coup de chance pour nous, mais ça pose la question de la morale de la personne en question, parce que lui, il sait ce qu'il fait. Quand il y a Total qui vient le voir et qui dit « Vous ne pouvez pas nous représenter dans le référé là, contre la Sphinx ?» Lui, il sait ce qu'il fait. Et il sait qu'il ne peut pas le faire. Voilà. Et c'était un magistrat qui siégeait dans la chambre spécialisée dans le droit de l'environnement en plus. Donc c'était quand même... Voilà, ça fait beaucoup pour un seul homme. Ouais. Ok, affaire à suivre. Vous avez compris qu'on n'avait pas donné de nom, mais qu'on a donné la référence du Canard enchaîné. Ok. Sauf qu'on n'est plus abonné au Canard maintenant, parce qu'il y a le problème. Tu nous as parlé, tu nous as donné une expression tout à l'heure, Clémentine, que j'ai trouvée extrêmement puissante. C'est un activiste du statu quo. Et je trouve cette expression absolument éclairante et fondamentale, parce que Clara, tu nous parlais du conservatisme des juristes et de la nécessité de dépasser ce conservatisme-là. Et je pense que c'est peut-être parce qu'il est 20h56 et que on a soif. On vous avait promis un verre de l'amitié qui va arriver. L'amitié est en chemin. Voilà, je voulais juste qu'on essaye d'éclairer pour les confrères et les consoeurs qui sont là, comment est-ce que, maintenant qu'on est conscient de ça, parce qu'il y a aussi, il y a souvent 2 temps dans les démarches, il y a la prise de conscience et après la détermination de l'action. Une fois qu'on a pris conscience du fait qu'on peut être agent aussi d'un statu quo, parce que ne rien faire, c'est décider de prendre une position politique. C'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. C'est ne pas bouger, c'est aussi une option politique. Et la conscience politique, elle doit être aiguë, en plus particulier chez les juristes, parce qu'on sait analyser les grandes options, à la fois d'une loi, d'un décret, d'un règlement, pour voir dans quel sens ça va, et si ça va dans le bon sens ou pas. Qu'est-ce qu'on peut faire demain pour avoir peut-être une conscience plus aiguë de la nécessité de ne pas rester dans le statu quo, la nécessité d'avancer, la nécessité de peut-être se renseigner sur l'impact que l'on peut avoir sur l'environnement, sur le climat, et comment est-ce qu'on peut arriver à rentrer dans une démarche volontaire en disant « je ne veux pas que ce système-là se perpétue par mon action, je veux laisser pour mes enfants demain un système meilleur que celui d'hier ». Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus ? Moi, je pense que déjà qu'on peut se former. Il y avait une personne là, qui m'a dit qu'elle faisait un DU à Grenoble, droit de l'environnement. Peut-être, on espère. Et donc, se former, parce que
chez beaucoup de clients, il y a quand même une demande. Il y a une pression de leurs propres clients, des collaborateurs les plus jeunes. Bon, ça monte. Donc, se former pour leur dire quelles sont leurs obligations réglementaires, essayer de les respecter le mieux possible sans faire le fameux greenwashing. Donc, faire vraiment une démarche. Voilà, même quand on travaille dans une banque, il y a une grande banque française qui a mis en place une méthode de scoring. Alors, ils perdent des marchés parce que leurs crédits pour des grands groupes pétroliers ne sont pas très intéressants parce qu'ils sont pénalisés par leur système de scoring. Voilà, ils se plient à cette logique-là. Et donc, c'est, à mon avis, se former pour pouvoir répondre aux demandes des clients, en tout cas au niveau de l'avocat, c'est ce qui peut être fait déjà. Pour moi, se poser la question de l'éthique dans son travail, en fait, c'est déjà un très grand pas. Ça veut dire qu'on est déjà sur cette ligne d'interrogation de ce qu'on fait. Et moi, j'ai des dossiers là où je travaille avec des cabinets qui défendent aussi des industriels, des acteurs économiques. C'est important de collaborer avec des personnes qui ont conscience, compétence sur la défense en général et voilà, qui exercent avec éthique et qui justement ont essayé de pousser leurs clients en matière environnementale à anticiper des démarches possibles aussi d'ONG ou de l'administration et qui vont conseiller dans le bon sens et en revanche a fortiori ne pas conseiller leurs clients à être offensifs sur des sujets d'intérêt général. Un mot parce que l'heure Le arrive. verre arrive. Drinking is coming. Ouais, donc pour les avocats, oui, ne pas rester bloqués dans leur spécialisation, dans la technique. C'est important de lever la tête du guidon et de regarder la big picture et s'autoriser à se dire c'est pas parce que vous êtes spécialiste d'une matière que sans même se former au droit de l'environnement, pouvoir se dire enfin c'est quand même quelque chose d'hyper important qui arrive. Est-ce que nous, avocats de droit de la concurrence, est-ce que il faut pas qu'on se pose la question sur notre matière, notre spécialisation, est-ce qu'on va dans le bon sens ou pas? Donc s'autoriser aussi à te faire moins conservateur, moins frileux dans l'idée que ça peut bouger, dans les conseils qu'on peut donner aussi aux clients, d'intégrer cette partie, cette vision, y compris en conseil. Et je conclurai très rapidement que oui, je pense que c'est dosé. Je pense qu'on est à un moment là dans le marché du travail où on a bien compris qu'on ne fera pas forcément. Ma mère, elle est restée 38 ans dans la même boîte et c'était le cas de beaucoup de gens de cette génération. Aujourd'hui, on sait même dans des boulots qu'on peut vraiment apprécier, où on a envie de plus de changements. Je pense qu'il y a une sorte d'accélération. On est aussi avec cette urgence climatique pour les plus sensibilisés, de davantage se poser la question, notamment chez les plus jeunes. Moi, quand je travaillais à Oxfam, j'intervenais beaucoup auprès de lycéens, d'étudiants, et il y a vraiment cette sensibilisation, il y a vraiment cette envie de se poser la question du sens qu'on donne à son travail, et c'est pas parce qu'on est dans ce métier d'avocat depuis 10, 20 ans, 30 ans, qu'on ne peut pas changer, et aussi être challengé par d'autres. C'est toujours difficile quand on a une manière de faire, et je pense que de se dire qu'en fait, même si on a l'impression qu'on est juste un pion, et que quand on parle de changement climatique, c'est au niveau mondial, et qu'il y a un côté d'impuissance, c'est essayer justement de retrouver quand même le contrôle sur ce qu'on fait, et même si à notre seule échelle, ça ne changera pas la face du monde, au moins, quand on a, j'ai un peu tendance à dire que quand on se retourne un peu sur aussi son parcours, est-ce que on pourra quand même être fier d'avoir au moins tenté? Ça ne veut pas dire qu'on aura réussi tout ce qu'on aura voulu, mais au moins on sera posé la question. Et je pense que dans les cabinets d'avocats, moi j'ai aussi des amis qui sont des gros cabinets d'avocats où justement les jeunes collaborateurs se posent la question pas que sur l'environnement, mais sur la place du travail dans leur vie, des conditions de travail. Je pense que c'est un vrai mouvement là qui commence, et je pense qu'il ne faut pas louper le train en mouvement. Merci beaucoup. Je pense que, et je vous l'avais promis tout à l'heure,
il y a nécessairement place à un moment au questionnement de la salle. Et peut-être que la salle a des questions, parce que ça fait quasiment 2 heures que vous nous écoutez, et je suis sûr que peut-être, parce que vous avez des gens qui sont absolument exceptionnels devant vous, moi je suis totalement groupie ce soir, et ben, peut-être que vous avez des questions à leur poser, peut-être qu'il y a des choses qui vous interpellent, où vous vous dites comment est-ce qu'on fait ça, comment est-ce que vous envisagez les choses, quels sont vos questionnements à vous qui nous regardez? Oui. Bonsoir. Oui, très bien. J'ai une question parce que ce que vous avez dit ce soir, moi j'adore. Vraiment, merci beaucoup, c'est extraordinaire. Il y a 1 an à peu près, j'ai publié un article sur le contentieux de la justice climatique et le droit au bonheur. Et en fait, ma question, c'est est-ce que dans des affaires, notamment l'affaire du siècle, Grande Sainte, etc., est-ce qu'à un moment donné, l'un d'entre vous s'est posé la question de savoir s'il serait possible d'invoquer devant le Conseil d'État, par exemple, cette notion d'un droit au bonheur comme un corollaire au droit à un environnement sain, justement. Parce qu'on a en ce moment, en plus, la CEDH, effectivement, qui va se prononcer sur l'article 2, l'article 8, qui s'est prononcé déjà aussi sur l'article 11, comme corollaire au droit à un environnement sain. Quid de cette question du droit au bonheur? Bon, le problème quand c'est trop disruptif, c'est que bon, on a quand même des carrières. Vous voyez, moi, je suis pas exactement à 3 mois de la retraite, quoi. Donc, le moyen sur le droit au bonheur, je le soulèverai avec un certain nombre d'autres moyens dont j'ai l'idée. Voilà, dans quelques années. Non, juste pour réagir, c'est aussi toujours la question du droit à, avec lequel, moi je pense qu'il faut être, comme je suis effectivement un peu conservatrice quand même avec le droit, je pense qu'il faut être vigilant et vigilant. Mais en tout cas, juste pour signaler qu'il y a quand même des décisions en grande chambre là, qui vont arriver au niveau de la CEDH. Et d'ailleurs, ça pourrait pousser le Conseil d'État à terme à peut-être faire un pas plus en avant vers la question du lien entre la protection des droits humains et le climat. Mais bon, le droit au bonheur, c'est peut-être un peu trop, juste pour répondre quand même à la question, un petit peu trop psychologisant aussi. Il y a un risque de rentrer un peu trop loin dans l'esprit des humains. Oui, bien sûr. Bonsoir. Par rapport à ce que vous disiez, vous avez réussi dans le procès du siècle à obtenir gain de cause, alors que l'objectif en date était éloigné, puisqu'on n'était pas encore en 2030. Je voulais savoir, est-ce que là vous avez réussi à faire dégager un principe d'obligation de moyens par rapport à une obligation de résultat pour essayer d'arriver en 2030 à tel résultat? Et à partir de cette obligation de moyens, sur la base des rapports techniques, des scientifiques, etc., est-ce qu'il serait possible de discuter des moyens à mettre en œuvre? Parce qu'on a un peu l'impression, quand on entend les politiques, les organismes, que tout le monde tire de son côté la couverture à soi, et qu'on n'arrive pas à savoir. Moi, je prends l'exemple, par exemple, des véhicules électriques, on n'entend plus de ça, rouler en voiture électrique. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire des batteries dans quelques années. Enfin, on n'en parle pas du tout. Et des métaux rares qu'il faut aller récupérer pour fabriquer ces batteries. Enfin, on a l'impression que ça pollue moins tout de suite immédiatement, mais il y a d'autres effets pervers. Je voulais savoir, là, ce qui m'intéresse dans cette décision, c'est qu'apparemment, il y a un principe de responsabilité par rapport à une obligation de moyens, parce que c'est là-dessus qu'il y a eu une sanction qui a été établie. Il y a une... En fait, définir de manière à arriver à discuter pour mettre en détermination des moyens qui doivent être mis en place. Alors, la distinction obligation de moyens et obligation de résultat est une obligation que les privatistes pratiquent, mais les publicistes pas tellement. Mais c'est intéressant. Le Conseil d'État dit que le résultat risque de ne pas être là, donc il condamne, et il condamne à prendre toute mesure utile. Et il ne précise pas quelles sont les mesures utiles. Mais c'est la question se pose. Et il ne précise pas quelles sont les mesures utiles parce qu'il a bien conscience d'être sur des politiques globales et il laisse au gouvernement, et c'est les limites des pouvoirs du Conseil d'État dans le système, c'est non écrit tout ça.
les équilibres de pouvoir entre... Parce que on a toujours la théorie des trois pouvoirs. C'est quasiment un acte de Mais gouvernement. d'abord, l'autorité judiciaire n'est pas un pouvoir. Et puis en plus, la question de savoir si le Conseil d'État participe de l'autorité judiciaire est une question qui reste entière à mes yeux. Donc le Conseil d'État ne donne pas plus de directives que ça, parce qu'il sait très bien que c'est... Et puis alors, le Conseil d'État est aussi conscient d'un phénomène, parce qu'il l'a compris avec notamment les expertises qui ont été produites par Carbone 4. Là, les progrès qui sont faits là, d'année en année sont des progrès qui sont fortuits, puisque c'est le Covid et l'hiver doux, par exemple. Et en fait, les progrès qui sont faits aujourd'hui sont en fait assez faciles à faire. Et en fait, au bout d'un certain nombre d'années, on va rentrer dans le dur. Et on sait très bien que les derniers kilomètres vont être extrêmement difficiles et qui supposent des changements systémiques. Moi, j'ai souligné au Conseil d'État que pour l'instant, pour faire moins 2%, on demandait aux gens du 16e arrondissement, à coup d'incitation fiscale, de remplacer les doubles vitrages. Mais la question, c'est les immeubles du 9-3, dont les gens du 16e arrondissement sont propriétaires, je caricature à grands traits. Hein. Pas du tout, ça ne s'est pas senti. Je ne suis pas dans la finesse, de toute façon. Il est 8 heures passées. Donc, eh bien, pour que ces investisseurs fassent de la rénovation thermique efficace sur du... là, c'était une autre paire de manches et on ne sait toujours pas comment on va faire. Et puis pour faire en sorte qu'il y ait des liaisons en train qui soient efficaces et que les gens arrêtent de prendre l'avion pour aller à Nice, etc. Ça, on ne sait toujours pas comment... Enfin, si on sait comment il faudrait faire, mais c'est des changements qui sont systémiques. Et ces changements systémiques, c'est pas le Conseil d'État qui va dire qu'il va les prendre. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu d'astreinte. Parce qu'on avait demandé une astreinte et on ne l'a pas eu, contrairement à l'affaire de la pollution de l'air. Et pourquoi il n'y a pas eu d'astreinte? C'est parce que quand vous demandez... disons, on ordonne quelque chose sous astreinte quand le débiteur sait exactement le papier qu'il doit produire pour arrêter, pour cautériser la plaie. Donc on peut vous demander de transmettre un solde de tout compte à un salarié sous astreinte. On sait exactement quel papier on doit produire, il n'y aura pas de discussion. Alors que là, ordonner sous astreinte, c'est vrai, c'était assez osé, de prendre une politique efficace. Quelle est cette politique efficace? Donc on aurait été bien embêté pour savoir qu'est-ce qu'il fallait observer dans le... quelle eût été la politique efficace. Et ça, c'est très compliqué. C'est des choix politiques, et le gouvernement reste libre des choix politiques. C'est lui qui a la légitimité, et donc le Conseil d'État n'a pas la légitimité pour dicter des moyens. Et je crois qu'il y a eu aussi, de la part du Conseil d'État, l'idée que le gouvernement ne fait pas rien, en fait. Le fameux monsieur Pellion, dont je me moque gentiment, avec affection, je le salue s'il nous regarde, son existence doit être saluée, parce que c'est quand même un secrétariat général auprès du Premier ministre, qui a un cabinet, et qui a des réunions hebdomadaires, je crois, avec la Première ministre, pour coordonner les ministères, et qui a tendance à gagner du pouvoir sur tous les ministères. Et ça, en termes de gouvernance, de fonctionnement de l'État, c'est quand même assez positif, parce que jusqu'à présent, le sujet de l'écologie, il est traité par le ministère de l'écologie, qui est regardé de haut par absolument tous les ministères. Et donc, il fallait, en contrepoids de Bercy, de la stricte logique économique, qui en plus, Bercy a récupéré l'industrie, donc c'est quand même... bon, voilà, il fallait, en contrepoids du mastodonte de Bercy, qu'il y ait un pouvoir. Et donc le pouvoir, il est incarné par le fait que la personne en charge est à Matignon, dans les locaux, dans l'hôtel de Matignon. C'est ce qu'ils ont trouvé. Et c'est probablement pas grand-chose, mais c'est pas rien. En fait, ils sont en train de s'apercevoir eux-mêmes de la difficulté de l'exercice. C'est pour ça qu'ils sont très, très agités là-dessus. C'est qu'ils voient bien que, par exemple, typiquement sur la rénovation thermique, on a des aides aujourd'hui qui sont... donc ma prime rénov, qui sont, alors je crois que c'est plus simplement une réduction d'impôt, ça peut aussi faire on peut aussi toucher une aide même si on n'est pas imposable fiscalement, mais on sait très bien que ça marche pas bien pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a un reste à charge pour les personnes qui changent leurs fenêtres, et que donc en fait les gens qui sont la classe moyenne, donc c'est-à-dire qu'ils sont à 10% d'écart type autour du salaire moyen français, ils vont jamais changer leur fenêtre, parce que c'est 2 000 € la fenêtre, donc c'est un mois du salaire moyen, un peu plus d'un mois du salaire moyen, donc c'est impossible de changer sa fenêtre, même si on a une aide fiscale. Et en plus, on sait très bien que les gens ne font pas des rénovations efficaces. C'est-à-dire qu'ils vont te changer, ils ont 6 fenêtres,
ils vont en changer 4. Ça ne sert à rien. Et même s'ils changent toutes leurs fenêtres, alors qu'ils n'ont pas changé le toit, ça ne sert à rien. Et même s'ils changent le toit et les fenêtres et qu'ils n'ont pas refait le bardage, ça ne sert pas, en fait, pas à grand-chose, quoi. Et donc, en fait, on n'arrive pas enfin, l'État n'arrive pas à mesurer l'efficacité des moyens. Moi, j'ai beaucoup insisté là-dessus au Conseil d'État en disant, si vous pouviez préciser une chose, c'est que quand il y a une nouvelle mesure, il y ait l'instrument de mesure qui soit donné en même temps. Et ça, c'est dans la décision du Conseil d'État. Je ne sais pas s'ils en feront quelque chose au niveau du gouvernement, mais parce que, en fait, nous, quand on reçoit le catalogue de mesures tous les 6 mois, ils disent regardez tout ce qu'on a fait, tout ça. On a des catalogues de mesures, l'inventaire à l'après-vert, etc. Rien n'est chiffré et on ne sait pas du tout quel est l'effet. Et donc on leur demande de dire bah non, maintenant vous devez nous donner aussi l'instrument de mesure. Et du coup, le risque, c'est qu'on tombe dans le greenwashing sur la justification de l'exécution des mesures. C'est un peu ça, c'est le fait de faire de l'apparence. Par exemple, ils avaient, dans les débats qu'on a eu au Conseil d'État, ils étaient tout feu, tout flamme sur une mesure de la loi dite climat et résilience qui permettait de récolter de la donnée. Bon, alors ils disaient là on a du mal, parce qu'avec la CNIL, vous comprenez, ils sont un peu difficiles, la CNIL, la donnée, machin, c'est compliqué. Bon. Et c'est vrai que c'est très important d'avoir des données de qualité, et je veux dire, il faut commencer par faire des diagnostics. Mais si tu veux, c'était un peu dérisoire, quoi. C'est les prolégomènes, là. On est dans les liminaires, là. Il faut, voilà. Quand est-ce que ça bouge, quoi? Si on en est à réfléchir au dispositif législatif pour avoir la donnée, pas tellement dans l'action. L'exemple typique, c'est Macron qui dit on a interdit les vols courts et il y a 3 lignes qu'on sautait, quoi. Oui, on a déplacé le point de décollage de Orly à Roissy. Ouais, un exemple parmi d'autres. Alors oui, c'est un peu novateur, mais c'est là qu'il faudrait aller. Non, mais la charge de la preuve, elle est du côté de l'État. Hein. Et ça, on l'a clairement dit, et ça a été clairement acté par le Conseil d'État. Après, le Conseil d'État, il n'a pas le... comment dire encore une fois, il n'a pas la légitimité, et il n'a pas non plus les outils législatifs pour ordonner des mesures précises. Ce n'est pas au Conseil d'État de dire que on va prendre telle ou telle mesure, d'autant qu'en plus, une mesure en soi, elle n'a pas d'effet... enfin, disons que c'est un long catalogue de mesures systémiques qui permettent d'atteindre les objectifs. Et en plus, on les connaît très bien. Alors, juste peut-être pour clôturer cette soirée, d'abord vous remercier de votre présence, ensuite vous remercier de votre attention à ces questions, et enfin peut-être vous livrer sur le thème de la maxime de Kant qu'aujourd'hui, la responsabilité, elle appartient à chacun d'entre nous, qu'on soit citoyen, qu'on soit avocat, et qu'on soit avant tout engagé, c'est de faire comme si notre maxime personnelle était la détermination d'une loi universelle de la nature. Chacun de nos engagements, chacune des mesures que nous prenons dans la vie a une conséquence à la fois sur l'environnement et pour l'avenir. C'est peut-être aussi le message d'espoir, c'est qu'ensemble on peut tout faire changer. Merci à tous, merci à toutes de votre présence. Et je vous propose que nous retrouvions tous à la Taverne Henri IV, au bout de l'île à droite là, pour un petit verre en communauté.